Bonjour à tous, je suis Benoît Renaud, le directeur général d'Unofi qui vous accueille aujourd'hui dans ses locaux. Je voulais vous remercier d'avoir pensé à nous. J'allais dire que c'est un petit peu le retour de l'envoyeur à l'envoyé ou l'inverse, puisque Florence Dourdet, qui participe au conseil d'administration de l'ASPIM, et Jérôme Schreiber, qui est là, qui participe aux travaux de l'OIE, bref, ont l'habitude de travailler avec vous. Et je suis très, très heureux de vous accueillir ce matin pour la restitution de vos travaux. Je voulais juste vous présenter rapidement cet espace dont j'ai déjà reçu de la part des uns et des autres quelques compliments, au sujet desquels donc j'ai reçu des compliments. Ces locaux, on les a intégrés il y a maintenant 4 ans, et c'est une petite prouesse technique parce qu'avant c'était un immeuble ancien, haussmannien, qui n'avait pas vocation à être aussi fonctionnel. Et pendant les mois du Covid, nous l'avons transformé en créant cet espace, en créant l'espace d'accueil que vous avez vu au-dessus. Et pour ceux qui connaissent un peu l'immeuble, des salles de réception au 7e, au 8e étage, qui ont un point de vue assez exceptionnel sur Paris. Et puis évidemment, il ne faut pas l'oublier, il y a toutes les zones de travail, des bureaux, des collaborateurs, où régulièrement nous sommes entre 60 et 65. Mais Unofi, c'est pas les 65 personnes qui travaillent ici, c'est un groupe de 320 personnes réparties avec un siège administratif à Brive et puis 15 directions régionales dans toute la France pour délivrer des conseils et faire des propositions en matière de gestion d'actifs. Et dans le cadre de la gestion d'actifs, eh bien, il y a une connotation immobilière forte, puisque Unofi, ça signifie l'union notariale financière, et donc les notaires ont un prisme immobilier, et nous avons à l'intérieur de nos gènes ce prisme immobilier, ce qui fait que nous développons notamment la SCPI Notapierre, que vous connaissez peut-être tous, qui est une SCPI quasiment entièrement de bureaux, à vocation de dividendes, pas forcément de plus-value, et qui pour l'instant résiste bien aux difficultés que l'ensemble du monde de l'immobilier et des CPI notamment traversent. Et ça fait partie des travaux qui nous occupent beaucoup pour maintenir la qualité de notre dividende et de nos versements, avec un parc immobilier qui représente à peu près 880 000 mètres carrés. Donc nous sommes effectivement bien dans le sujet. Si j'en vois la labellisation et les pratiques ESG, labellisation ISR, nous ne sommes pas labellisés, nous y travaillons. C'est un long chemin, mais nous avons dans notre parc, sur les 130 immeubles, nous en avons 53% qui sont labellisés déjà. Donc on essaye de progresser et je ne doute pas que les débats d'aujourd'hui inciteront mes collaborateurs qui s'occupent de la SCPI à faire encore plus d'efforts. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Je vous remercie non seulement de votre écoute, mais surtout d'être présent à 8h30 ce matin, même si c'est en plein centre de Paris et que c'est peut-être plus facile d'accès pour certains, pour ces travaux. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Bonjour à tous et à toutes. Alors, effectivement, merci beaucoup de nous accueillir dans ces beaux locaux. Et au nom de l'ASPI Méloïdé, moi, je voulais vous dire qu'on était ravis de vous avoir en présentiel. Alors, l'année dernière, on avait fait l'événement qui était à moitié mixte, à moitié en présentiel, en fin de journée, un petit peu excentré dans Paris. Et finalement, on s'était retrouvés avec très peu de monde en présentiel, beaucoup de gens qui nous regardaient derrière un écran. C'était vraiment moins sympa. Donc, voilà, peut-être que c'est un peu plus élitiste ce matin, mais l'étude sera accessible à tout le monde. Mais au moins, on est vraiment ravis d'avoir cette salle remplie et de vous avoir avec nous ce matin. Donc vraiment merci beaucoup. Donc au nom de l'OID et l'ASPIM, on est donc ravis aussi de vous présenter cette deuxième édition de notre étude sur les pratiques ESG et de labellisation des fonds immobiliers. Alors c'est la deuxième édition cette année de la pratique de cette étude qui regroupe donc les deux aspects des pratiques issues des réglementations, donc des réglementations auxquelles vous n'avez pas le choix, vous devez vous les appliquer, les mettre en œuvre, vous y conformer. Et puis après une démarche beaucoup plus volontaire qui est une démarche de labellisation. Alors néanmoins, nous ça fait quand même 4 ans qu'on collabore ensemble avec l'OID. Sur justement l'Observatoire des pratiques de labellisation qui remonte déjà à 3 ans. Donc on a quand même une vision, un recul assez intéressant. Donc voilà pour vous expliquer un petit peu le contexte, nous, de la démarche commune et du contenu de ce qui fait l'objet de cette étude ce matin. Alors bon, il y a un petit élément particulier cette année et en fait l'étude est partie sur des observations de données
sur 2023. On est à fin 2024. Alors, il y a un petit décalage, c'est certain, mais les données, on les a à un moment T, le temps de les analyser. Évidemment, le rendu a été un petit peu décalé. Néanmoins, le contexte de marché était déjà quand même ce qu'il était l'année dernière. Cette année, ça continue. Vous savez tous que le marché immobilier, donc des fonds, traverse un contexte un petit peu particulier, difficile, avec des baisses de valeur et donc des baisses d'encours, en moyenne entre -5 et -9% sur 2023. Il y a eu des rachats, de la décollecte, alors tout ça, on le dit toujours, mais voilà, je le rappelle, c'est de façon différenciée en fonction des fonds. C'est très hétérogène comme situation. Néanmoins, au final, on sait tous quand même qu'on est dans un contexte particulier, et donc il y a une répercussion. On y reviendra plus tard sur certains indicateurs de l'étude. Voilà. Alors pour revenir vraiment sur les aspects ESG, on est cette année dans une continuité de ce qui avait été observé l'année dernière. L'année dernière, c'était quand même quelque chose d'assez nouveau. Vous avez dû mettre en œuvre des réglementations à la fois européennes, à la fois françaises, très complexes, difficiles d'appréhension, difficiles à expliquer, d'abord à intégrer, et puis après ensuite derrière à peut-être expliquer, avec des rendus sur les objectifs affichés de certaines réglementations qui peuvent aussi légitimement lever des doutes. On peut y revenir 2 secondes après, je vous expliquerai un peu les discussions qu'on a pu avoir avec les auteurs de ces réglementations. Donc réglementation en plus française, voilà, qui est particulière. Donc l'année dernière, c'était quelque chose de très nouveau sans doute pour vous. Cette année, je pense que voilà, des efforts ont été faits pour mettre en œuvre ces réglementations. Donc cette année, l'étude est plutôt dans une continuité de ce qui avait été observé, de voir comment vous avez continué à vous saisir de ces réglementations qui sont pas faciles à mettre en œuvre, on le sait. Et puis au niveau du côté du label ISR, ce qui est intéressant, c'est que voilà, les premières labellisations ont eu lieu il y a 4 ans, et donc cette année et l'année dernière, on commence à avoir vraiment des phases de renouvellement de labellisation, ce qui est aussi intéressant. Ça permet aussi de poser un petit peu le crayon et de faire le point sur la façon dont ce label a été mis en œuvre de votre côté, d'autant plus, comme vous le savez, on est dans une période actuellement dans une phase de revue au niveau du comité de label, d'actualisation, hein, c'est le terme qui est officiellement utilisé, d'actualisation du référentiel, mais donc c'est important aussi d'avoir le recul et d'avoir certains constats pour pouvoir nous au niveau de l'ASPIM, de l'OID, être en mesure d'échanger, d'en discuter. D'ailleurs, de ce point de vue-là, Michel Papalardo, la présidente du comité de label, nous rejoindra dans 5-10 minutes pour la table ronde. Alors, juste un tout petit mot vous savez que sur les réglementations, on est à une période où il y a un certain questionnement qui se fait au niveau européen et français sur la pertinence de la SFDR, notamment, puisque les objectifs étaient ce que vous connaissez, donner plus de lisibilité sur ce qu'est un investissement durable, et donc c'est vrai qu'au niveau au niveau européen, on a rencontré d'ailleurs récemment l'ESMA, la Commission européenne, et qui paradoxalement ont fortement conscience que finalement les objectifs qui étaient affichés par rapport aux objectifs, le résultat attendu actuellement de la SFDR est pas forcément extrêmement satisfaisant. Donc des pistes sont effectivement à l'étude pour faire évoluer la SFDR. Bon voilà, donc mais on sait quand même derrière que ça a été beaucoup de travail à mettre en œuvre. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est nous le message qu'on relaie, et on est assez écoutés parce qu'au fond sur les fonds immobiliers, on est très peu nombreux à parler en votre nom. Hein, c'est quand même une niche, une belle niche, mais c'est une niche, et au niveau européen, il n'y a pas beaucoup de porte-parole sur ce secteur. Ce qu'on dit, c'est qu'attention, quand même, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été mis en place. Il ne faut pas non plus tout jeter, mais néanmoins se poser la question sur à donner un petit peu plus de lisibilité, peut-être un petit peu plus de clarification sur certains concepts. Et donc nous, à la SPIM, on travaillera effectivement au sein du groupe de travail finance durable et de la commission ISR à alimenter les autorités dans le cadre de la revue de SFDR sur notamment des concepts comme objectifs d'investissement durable et puis les notions de transition qui sont très importantes.
Voilà, un petit mot aussi, c'est que ça a été un succès, le label ISR, parce qu'on est à 40% à peu près du marché quand on parle au global de fonds labellisés. On est à plus de 50% quand on parle de fonds retail. C'est un chiffre qui est impressionnant et je dirais que moi, je dis bravo à tous les gestionnaires parce qu'on sait que c'est vraiment quelque chose de... Ce n'est pas anodin, c'est vraiment des efforts de moyens à mettre en place et de suivi. Néanmoins, ce qui est toujours étonnant, c'est de se rendre compte que quand on donne ces chiffres à des interlocuteurs externes, ils nous regardent toujours avec des yeux ronds pour nous dire mais c'est quand même des chiffres impressionnants et derrière avec toujours le doute de est-ce que c'est vraiment sélectif, est-ce que c'est vraiment différenciant. Donc nous, notre pédagogie, on l'a fait encore récemment à des interlocuteurs, je dirais même encore européens, c'est le label, on le rappelle, se voulait aussi comme tel, c'est-à-dire un label qui puisse être intégré par un grand nombre de sociétés de gestion avec certaines. C'est une méthodologie qui a permis vraiment à la profession d'intégrer une notion, des pratiques ESG sur tout un portefeuille. En soi, c'était déjà un énorme pas. Ça vous demande beaucoup d'efforts, mais il faut toujours le rappeler qu'il était conçu comme étant au départ comme ça, pour pouvoir permettre à la profession de faire un bond quantique dans cette approche. Et maintenant, travailler un petit peu plus de clarification, de clarté, en tout cas, sur ce que ça veut dire et ce que ça implique, c'est aussi important. J'en ai déjà trop dit, mais en tout cas, je vais laisser la parole donc maintenant pour rentrer dans le fond de cette présentation de l'étude, avec une présentation par l'équipe de l'ASPIM et l'OID de l'étude, et ensuite on enchaînera sur une table ronde pour des échanges entre opérationnels et puis personnes, en tout cas, parties prenantes concernées par le sujet. Voilà, bonne matinée. Merci pour cette petite introduction. Au programme, donc, du coup, la présentation de l'étude, la table ronde animée par Antoine Vinck, avec en guest Michel Papalardo, président du comité du label ISR, Victor Braillot, responsable du développement durable de chez Novaxia, et Sandrine Lafonceral, Chief Responsible Officer de chez Amundi. Donc, respectivement, 3 thématiques, label ISR, biodiversité et dimension sociale. L'équipe respective de l'étude, donc Julien Mauffret, directeur des études de l'OID, enfin de l'ASPIM, désolé Julien, Anne Lorboin, chargée d'affaires juridiques ISR, Juliette, chargée de projet senior finance responsable au sein de l'OID, et moi-même, responsable du programme finance responsable, beaucoup de responsables du coup, aujourd'hui. Donc, au programme, la dimension réglementaire, effectivement, sur la première partie de l'étude, dont j'aurai le périmètre, puis la partie label ISR, donc sur les exigences réglementaires, finalement, l'étude concerne principalement le périmètre 29 LEC, l'eau, énergie, climat, et SFDR. Petit rappel méthodologique du périmètre, l'étude concerne exclusivement les fonds immobiliers grand public. On a mené une analyse à la fois quantitative et qualitative, à savoir une analyse quantitative documentaire fondée sur l'ensemble des documentations de type précontractuel, rapport annuel, notices d'information, documents de type prospectus. Voilà. 36 sociétés de gestion, 120 fonds qui représentent à peu près 69% de la taille des encours globaux, donc ça donne à peu près du 90 milliards sur du 120 et quelques, et 41% en nombre. On remercie toutes les sociétés qui se sont prêtées à l'exercice de l'entretien, à savoir 9 sociétés de gestion, Pramia, La Française, Swiss Life, Novaxia, Perial, Raise, Amundi et Atrim aussi, et AEW. Désolé. Notez un point, l'ensemble des pourcentages, ce que vous allez voir, sont exprimés en taille d'encours. Si c'est en nombre, c'est précisé dans le cadre de la présentation. Ça vaut aussi pour l'étude. Alors, 2023, qu'est-ce qui s'est passé ? Finalement, l'ESG est toujours incontournable, ou en tous les cas se positionne comme une valeur incontournable au niveau des sociétés de gestion. Et les stratégies ESG, finalement, sont déclinées par 85% des fonds de l'échantillon. 84% des sociétés et des fonds qu'on a audités nous ont fourni finalement des objectifs ESG chiffrés. Et finalement, cette année, on est toujours un peu sur la même tendance de l'année dernière. L'environnemental prédomine dans les objectifs promus par les fonds. Le social est autour de 70% et la gouvernance autour de 72%. On a des effets de valeur, donc finalement, ça a un peu augmenté, mais avec les effets de valeur, vu qu'on pondérise par les encours, finalement, ça montre une forme de stabilité malgré les potentiels des collectes. Sur la tête de liste, finalement, des indicateurs et des objectifs, sur la dimension réglementaire, le carbone prédomine, l'énergie,
La biodiversité est forcément un peu en deçà, avec sur la gouvernance, les relations avec les parties prenantes, la sensibilisation environnementale des locataires, et sur la dimension sociale, le confort et la santé et la sécurité, toujours en tête de liste. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'aussi ces objectifs sont aussi drivés potentiellement par le label ISR qui a une forte traction sur le marché. Sur la partie 29 LEC, finalement, ça représente pour nous environ 69% de l'échantillon, une quarantaine de fonds sur les 120. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que ce qu'on voit, c'est une confirmation en fait, des tendances de l'année dernière pour les fonds de plus de 500 millions d'euros. Sur les thématiques climatiques, une montée en charge sur la partie biodiversité, et sur la dimension risque, ce qu'on va voir, c'est un étoffement au niveau des risques physiques analysés. 83% globalement des fonds. 83% des fonds maintenant mettent en place des trajectoires de décarbonation, de réduction des émissions. Alors, on a un périmètre qui est fortement lié au tertiaire, et donc drivé par des réglementations de type décret tertiaire, donc ça influence aussi les allocations. Ceci étant dit, ce qu'on voit, c'est qu'on a une forte augmentation en fait, des trajectoires qui sont adossées à 1,5 degré, et plus faiblement sur le système national bas carbone, à environ une quarantaine de pourcents. Sur les outils, forcément, le CREM est vraiment l'outil utilisé, le dispositif utilisé par les sociétés pour pouvoir permettre de construire ces trajectoires, et ce qui est en lien finalement avec les 82% et quelques d'outillage. En termes de consistance des dispositifs, ce qu'on appelle la consistance, c'est finalement est-ce qu'on a des objectifs et des méthodologies de calcul. On s'aperçoit que c'est légèrement en deçà, mais ça commence à augmenter, et donc du coup ça s'étoffe. Sur la partie biodiversité, c'est un tout petit peu différent. Alors, je tiens à circonstancier le chiffre de 85% d'indicateurs, puisqu'en fait, c'est des déclarations, et donc c'est pas forcément de l'utilisation, on ne sait pas trop si c'est utilisé. Et ça, en fait, il faut le corroborer, le corréler, du moins avec tout ce qui est éléments de couverture et méthodologique. Donc, en gros, 85% d'indicateurs en augmentation, ça veut dire qu'on a une dynamique positive d'appropriation des enjeux, mais aussi à temporiser avec les dimensions couverture, où on a finalement une cinquantaine de pourcents des fonds qui déclarent en fait les actifs couverts par l'analyse, et finalement une cinquantaine de pourcents aussi qui déclarent les méthodologies applicables. Donc en gros, ça veut dire un indicateur, s'il n'est pas techniquement déclaré, ça peut poser des problèmes de lisibilité. Ce qu'on voit aussi finalement, c'est qu'on a trois grandes typologies d'indicateurs, des indicateurs d'évaluation du patrimoine en vert foncé, des indicateurs d'action mise en œuvre, et des indicateurs plutôt sur le développement des projets. Alors bon, ce que ça montre surtout, c'est finalement l'approche assez consensuelle de ces indicateurs avec les actions mises en œuvre au niveau de la biodiversité. Ce que vous pouvez voir sur les 60%, c'est que ça agrège aussi tout ce qui va être gestion durable des espaces verts, équipement favorisant la biodiversité. Donc il y a quand même une forme d'appropriation de ces éléments sur les différents spectres du bâtiment. Sur la dimension plutôt risque physique, donc là vous avez les risques physiques et les risques de transition. Ce qui est important de regarder, c'est plutôt en fait une fois de plus la consistance du dispositif, et donc du coup de vraiment comprendre que les risques physiques sont en train de monter en charge, donc une évolution positive à la fois sur l'identification, l'évaluation et la couverture des actifs. En deçà sur les risques de transition, puisque sur les actifs couverts, on n'y est pas encore. Par contre, sur l'évaluation, on commence à monter en charge. Et finalement, ce qui est intéressant sur ce graphique-là, c'est que vous pouvez voir qu'il y a une évolution positive en fait, dans l'intégration de certains risques relativement consensuels sur les précipitations intenses, les risques de température élevée, sécheresse RGA, tempête et vents violents. Donc la nappe en fait, se déplace à peu près dans le même sens, ce qui fait qu'on voit qu'il y a une forme de consistance dans l'appropriation des différentes thématiques sur les risques physiques, avec des éléments un peu moins travaillés, qui sont de l'ordre des méthodologies applicables ou des outils qui ne remontent pas forcément les informations suffisantes. Risque de contentieux, toujours sur l'EC, on a toujours cette partie d'évaluation des risques de contentieux, c'est-à-dire en fait tout ce qui peut être risque engageant la responsabilité de l'entreprise. Et ce qui est important, une fois de plus, c'est de considérer le dispositif dans son ensemble, à savoir l'identification, l'évaluation et la couverture des actifs. Alors, le zéro, il est peut-être relatif, c'est peut-être pas un zéro, mais c'est qu'en gros, on a très très peu d'informations sur les actifs qui sont couverts à date sur ces risques de contentieux. Et ce qu'on voit surtout, en fait, c'est que finalement, les acteurs se concentrent, en gros, c'est ce que Véronique disait tout à l'heure,
le raz-de-marée un peu réglementaire sur la durabilité fait que finalement, les acteurs ont peur de ne pas être en conformité. Et c'est vraiment un sujet de se pouvoir avoir la capacité opérationnelle de se mettre en conformité face à l'ensemble de ces réglementations. On a la CSRD qui arrive, la CS3D aussi qui arrive. C'est des nouvelles réglementations qui viennent s'affirmer. Les risques juridiques sont plus liés finalement à la capacité des acteurs à répondre à leurs devoirs contractuels, leurs obligations, et donc potentiellement d'être sous le coup d'une allégation juridique de la part de leurs investisseurs, donc être une fois de plus conforme, et en lien avec le risque réputationnel. Je passe la main à Nord sur SFDR, et je vous remercie. SFDR est une réglementation avec laquelle nombre d'entre vous familiers. L'année qui vient de s'écouler n'a pas connu de bouleversement majeur sur SFDR, et donc du coup, dans cette édition de l'étude, on s'est vraiment concentré en fait sur la mise en œuvre des obligations par les gestionnaires de fonds immobiliers. Donc, il s'agit du texte européen de référence, petit rappel de la réglementation. Il s'agit du texte de référence qui établit des règles harmonisées à l'échelle de l'Union européenne en matière de transparence et de communication d'informations extra-financières. Donc, il impose aux entités visées d'expliquer la prise en compte des risques liés à la durabilité dans leurs décisions d'investissement, dans leur politique de rémunération et dans leurs produits. Ça permet aussi de voir les incidences négatives des décisions d'investissement des produits sur la durabilité, et ça permet aussi de voir les caractéristiques extra-financières promues ou les objectifs présentés comme durables. Donc là, à l'écran, on vous a rappelé les définitions des articles. Donc les produits sont classés en article 6, 8 ou 8 hybrides, et en article 9. Pour rappel, la catégorie 8 hybride, qui vous parfois dite aussi 8+, n'est pas une catégorie officielle, mais résulte plutôt de la pratique, avec des fonds qui font à la fois la promotion de caractéristiques environnementales et sociales, ou sociales, mais qui ont aussi une part d'investissement durable sur une partie de leur portefeuille. Sur la slide suivante, vous pouvez retrouver un aperçu de la répartition des fonds par type d'article. Donc, concernant la classification, il est possible d'observer deux tendances majoritaires. Donc, déjà, tous les fonds ont une classification, comme l'année dernière, mais ce qui n'était pas forcément le cas il y a 2 ans. Et on voit aussi une stabilisation de cette classification. Donc, sur le graphique, vous pouvez voir, on vous a mis par rapport à 2023, vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'évolution majeure. Il faut noter que l'article 8 hybride garde la part la plus importante, avec 36,4%, et les articles 9 sont, comme en 2023, à 25,2%. Concernant l'engouement pour l'article 8 hybride, 2 explications qui ressortent. La première, c'est que c'est plus facile à identifier dans la documentation, notamment grâce au template et avec les schémas d'allocation, mais ça permet aussi un meilleur référencement des produits qui sont distribués aux investisseurs finaux, et notamment en assurance vie. Hop, on va passer après article par article. Donc, concernant les articles 8 et 8 hybrides, la majorité des fonds promeuvent des caractéristiques multiples, en particulier qui couvrent à la fois les enjeux environnementaux et sociaux. Donc, on a 2/3 des fonds qui reprennent dans leurs caractéristiques des enjeux qui sont ciblés dans leur grille de label ISR, qui, on le verra, par définition, doit être multithématique et transverse. On retrouve aussi, du coup, sans surprise, parmi les caractéristiques qui sont plébiscitées, les indicateurs obligatoires du label ISR immobilier, donc l'énergie, le carbone, la mobilité douce, ou santé et confort des occupants. On constate une légère augmentation sur le carbone, sur la partie carbone, qui est l'effet trajectoire, avec une stabilisation sur l'énergie, une sensible augmentation sur la biodiversité, et une stabilité sur le confort, et sur la gouvernance, il y a un peu plus d'éléments, avec une augmentation notamment sur l'intégration des parties prenantes. En moyenne, les fonds s'engagent à ce que 85% des investissements soient alignés avec des caractéristiques environnementales et sociales. Concernant la part des investissements durables dans les fonds article 8 hybrides, on les a mis là sur la gauche, on retrouve un engagement moyen qui se situe à 33%, avec un réel qui est plus élevé, donc ce qui est cohérent, de 45%. L'objectif d'investissement durable peut porter sur une performance ESG globale ou bien être ciblé sur une thématique. On peut noter aussi une augmentation importante de la thématique énergie, qui est désormais à 50%. On retrouve à ce titre, du coup, principalement comme dans les caractéristiques, l'énergie, le carbone et un peu de biodiversité. Pour ces fonds, la part d'alignement est comprise entre 0 et 29%. Concernant l'article 9 et la part des investissements durables, on retrouve un engagement moyen qui se situe à 82%,
avec un réel à 85%, ce qui est en ligne en fait avec l'exigence d'aligner l'ensemble du portefeuille. Il faut noter que la définition de l'investissement durable reste assez floue et surtout est difficile à harmoniser pour les gestionnaires immobiliers en fonction des différents types de stratégies et de types de fonds. La thématique qui est constamment utilisée pour l'investissement durable, comme vous pouvez le voir, c'est le carbone, qui du coup qui est tout en haut et qui est à 100%, avec plusieurs fonds qui mettent en avant une stratégie de décarbonation de leur parc qui est alignée sur les objectifs du CREM notamment. L'absence de préjudice est vérifiée par la mesure des indicateurs PAI ou bien la mise en place d'une note minimale à l'acquisition selon une grille transverse ESG. Pour ces fonds, la part d'alignement à la taxinomie est un peu plus élevée que pour les articles 8 hybrides et elle est comprise du coup entre 0 et 35%, alors que pour les 8 hybrides, ça se capait à 29%. Concernant la prise en compte des PAI, 100% des fonds ayant une part d'investissement durable déclarent leurs incidences négatives, soit tous les fonds classés article 8 hybride ou 9. Et c'est le cas de près de 3/4 des fonds qui sont classés article 8 avec 71%. Les entretiens nous ont toutefois révélé que ces indicateurs PAI, et en particulier ceux qui sont obligatoires, ne sont pas toujours jugés pertinents par les acteurs. Vous pouvez voir aussi que la part des actifs impliqués dans les énergies fossiles est par défaut très faible en immobilier. La moyenne des déclarations est d'ailleurs à 0%. En revanche, on peut constater une baisse notable de la part d'actifs inefficaces énergétiquement, avec 47% des acteurs contre 69% l'année dernière, qui déclarent entre 80 et 100% de leurs encours ayant un DPEC ou inférieur. Comme Véronique vous l'a indiqué en introduction, on est effectivement dans une période de revue du règlement SFDR. On vous avait indiqué lors de la présentation de l'année dernière, donc la première édition, qu'il y avait l'ouverture d'une consultation par la Commission européenne qui souhaitait obtenir des retours d'expérience des acteurs sur la mise en œuvre du règlement. Et donc cette consultation a été lancée le 15 septembre 2023, s'est clôturée le 15 décembre 2023. Après discussion du coup avec les acteurs européens, la participation a été très forte. Donc ils ont rassemblé quand même un grand nombre de retours d'expérience qu'ils ont, je crois, juste fini d'analyser. Et ils sont en train de s'atteler du coup à la revue de ce règlement. Pour l'instant, il n'y a rien de précis ni de définitif. En revanche, ce qu'on sait, c'est que la notion d'article pourrait disparaître, ce qui ne signifie pas que tout le travail qui a été réalisé par les gestionnaires serait complètement annihilé, mais cette notion d'article pourrait disparaître au profit de création de catégories et notamment aussi potentiellement d'une catégorie de transition, ce qui pour l'immobilier du coup serait quand même vraiment bien. Les objectifs, donc là, bon après c'est vraiment surtout le technique, mais les objectifs qui sont affichés par la Commission européenne sont vraiment d'avoir déjà une simplification qui permettrait aussi une meilleure comparabilité entre les fonds et d'avoir aussi une harmonisation avec les autres textes européens et notamment la taxinomie. Je passe la parole à Juliette. On a pris donc toutes les documentations qui étaient publiques sur les fonds, donc notamment les templates SFDA, donc les templates dans la documentation précontractuelle et dans les rapports annuels. Et du coup, dans ces templates sont intégrés les indicateurs taxonomiques. Donc, je vais revenir très très rapidement, parce que j'imagine que c'est quelque chose que vous connaissez déjà toutes et tous, sur qu'est-ce que la taxonomie européenne. C'est une réglementation qui permet de déterminer si une activité économique peut être durable ou non, selon les 6 objectifs environnementaux de ma slide. Donc pour le secteur immobilier, plusieurs activités économiques sont comprises dans la taxonomie, notamment les activités de construction, de rénovation, d'acquisition et de gestion de bâtiments. Donc pour savoir si on est aligné à la taxonomie, c'est-à-dire durable, il y a 3 étapes. Première étape d'éligibilité, vérifier si l'activité économique rentre dans le champ de la taxonomie européenne, donc comparer le code NAS à son activité avec les activités citées par le règlement. Ensuite, si l'activité donc, est éligible, on vérifie qu'elle est, qu'elle est alignée, c'est-à-dire qu'elle respecte les critères de la taxonomie. Dans ce cas, on peut dire qu'elle est alignée, donc durable. Et enfin, si l'activité est alignée, on va calculer le pourcentage de l'activité qui est alignée selon le chiffre d'affaires, les dépenses d'investissement, donc CAPEX, et des dépenses d'opération OPEX. C'est la publication des indicateurs taxonomiques.
Donc ce qu'on a fait dans cette étude, c'est regarder donc les indicateurs taxonomiques à la fois réels, enfin engagés et réels, c'est-à-dire ceux qui étaient publiés dans la documentation précontractuelle et ceux qui venaient du rapport annuel. Donc voici, donc là c'est tous les pourcentages moyens d'alignement en fonction des articles. Donc on a fait à la fois on a publié les pourcentages d'alignement globaux et les pourcentages d'alignement par article. Donc comme vous voyez, en global, c'est quand même assez faible, l'alignement avec la taxonomie européenne, ce qui est normal parce que c'est une réglementation qui est censée montrer le mieux en fait d'une activité, le plus durable, le plus vert, et pas on peut pas normalement tout aligner dans un secteur. Donc là, on a publié selon donc les 3 indicateurs taxonomiques prévus dans le règlement. Et ensuite, il y a certains acteurs qui publient également en market value, donc en valeur de marché, ce qui permet en fait pour eux de considérer tous leurs actifs et pas seulement leurs actifs occupés, parce que leur CA c'est seulement les loyers qu'ils perçoivent et pas les actifs vacants. Mais voilà, tous ceux qui publient en market value publient aussi en CA. Et on voit donc sur ces 2 indicateurs, en tout cas, qu'il y a une différence assez importante entre les fonds article 9 et les autres, et aussi les fonds article 8 hybrides. Donc en fait, tous les fonds qui ont un objectif d'investissement durable, sur ces 2 catégories, c'est quand même assez clair qu'ils ont des pourcentages d'alignement plus élevés. Sur le CAPEX aussi un petit peu, après ça reste des écarts plus faibles. Voilà, puis il y a plus de détails dans l'étude si ça vous intéresse. Et je vais repasser la parole à Julien. Donc nous allons maintenant débuter la partie de l'étude qui est consacrée plus spécifiquement à la labellisation ISR des fonds grand public. On va le présenter avec Juliette. Tout d'abord, pour commencer, on a ce camembert qui va effectivement présenter la classification SFDR de l'ensemble des fonds labellisés ISR grand public. Il y a plusieurs constats à tirer de cette répartition. Tout d'abord, on ne retrouve pas de fonds classés en article 6. Il faut dire que la classification en article 8 ou en article 9 est implicitement obligatoire dès lors qu'un fonds a entamé une démarche ESG. Donc on retrouve pas effectivement, on retrouve que des articles 9 ou des articles 8. Pour la répartition entre article 9 et article 8, globalement, que ce soit en termes d'encours ou de nombre de fonds, si on prend 10 fonds labellisés ISR, on va avoir 2 véhicules qui vont être classés article 9 en moyenne, et on va avoir 8 véhicules qui vont être classés en article 8 ou 8 hybrides. Le dernier point, c'est par rapport aux fonds qui vont poursuivre des objectifs de développement durable, donc ceux qui se classent en article 8 hybride ou article 9, là, ça représente à peu près les 2/3 des fonds labellisés ISR. Ensuite, petit rappel sur le périmètre de l'étude qu'on a réalisé, juste pour dire qu'on s'est intéressé à l'ensemble des fonds grand public labellisés ISR à fin 2024. C'est 85 fonds qui ont été analysés. C'est des fonds qui sont gérés par 41 sociétés de gestion. Juliette va présenter un peu plus dans les slides suivantes en fait la partie analyse des grilles ISR et des indicateurs. Il faut préciser que ces analyses sont surtout basées sur l'analyse des codes de transparence de l'ensemble des véhicules, et également des analyses qui vont être basées sur la documentation des politiques d'engagement des parties prenantes. Ensuite, on a effectivement, comme l'avait présenté Alexandre au début, on a aussi une partie qui est liée aux entretiens qu'on a réalisés avec 9 sociétés de gestion. On a pu effectivement les interroger sur l'évolution de leur stratégie ISR, sur l'évolution, les modifications dans les grilles ISR, et également, le cas échéant, sur les premiers renouvellements de labellisation ISR. Donc, où en est la labellisation ISR du marché des fonds grand public en 2023 ? Le taux de labellisation du marché atteint 53% en 2023. C'est une progression par rapport à 2022, mais une progression beaucoup plus faible que ce qu'on avait vu les 2 années précédentes, qui étaient les premières années du label, puisqu'on a seulement une progression du pourcentage de 4 points. Qu'est-ce qui explique ce ralentissement, on va dire, du rythme de labellisation ? Il y a 2 phénomènes qui se superposent en 2023. Il y a un contexte de marché particulier avec des baisses de valorisation sur l'ensemble des fonds immobiliers qui vont expliquer ce ralentissement, mais également vraiment un ralentissement du rythme et de l'intensité des labellisations, ce qui est plutôt un signe de normalisation du processus de labellisation des fonds immobiliers, alors qu'il y a eu effectivement un peu un boom sur les 2 premières années. Alors tout d'abord, le ralentissement des labellisations, il se matérialise à 2 niveaux.
Tout d'abord, sur le nombre de labellisations, on le voit dans le camembert de la répartition au nombre des labellisations. 2023, ça représente 22% de toutes les labellisations des fonds immobiliers grand public. Donc c'est un ralentissement de l'ordre d'un tiers en nombre de labellisations en 2023 par rapport aux chiffres des labellisations de 2022. Donc réduction d'un tiers du nombre des fonds labellisés. Et en plus, quand on regarde la taille moyenne des fonds qui ont été labellisés en 2023, on s'aperçoit en fait que également la taille moyenne a diminué d'un tiers par rapport à la taille moyenne des fonds qui étaient labellisés en 2022. Et ça, c'est une tendance un peu récurrente depuis 2 années déjà. Donc voilà, moins de fonds, des fonds plus petits, et par conséquent, même si effectivement les nouvelles labellisations ont apporté une progression des encours ISR par rapport à entre fin 2022 et fin 2023 de l'ordre de 9 milliards d'euros, c'est une croissance de l'ordre de 13% de ces encours qui provient des nouvelles labellisations. En même temps, il y a un contexte de marché assez particulier, puisque le rehaussement des taux d'intérêt a en fait pénalisé et fait baisser de manière générale la valorisation des actifs immobiliers et la valorisation des fonds immobiliers, et qu'on remarque en fait que sur les fonds qui étaient déjà labellisés avant 2023, sur un périmètre comparable, que leur encours ISR moyen a diminué de 9%. Donc on a d'un côté une croissance avec les nouvelles labellisations de 13% et un recul des encours de 9% sur les existants, ce qui explique notre progression de seulement 4%. Petite parenthèse, la tendance qu'on décrit là, je pense, se poursuit sur 2024, parce qu'on a toujours ce mouvement un peu de consolidation des valeurs, et effectivement des labellisations qui sont toujours là, mais qui sont plus aussi importantes que les 2 premières années du label ISR. Comme l'a indiqué Véronique, ça fait 4 ans qu'on mène cette étude, donc ça fait 4 ans qu'on regarde chaque année les grilles ISR de tous les fonds immobiliers labellisés. Et notamment, on regarde par exemple qu'est-ce qui compose ces grilles, c'est-à-dire les critères de ces grilles. Et on regarde par exemple le chiffre moyen de ces grilles. Donc cette année, il est de 54. C'est 3 de plus que l'année dernière. Et on avait compté 40 en 2022 et 55 en 2021. Ça peut dire qu'en fait, le nombre moyen de critères, il varie entre, on va dire, 40 et 55. Le nombre minimum cette année de critères qu'on a vu dans les grilles était de 17 et maximum de 170, pour dire qu'il y a une grande variabilité sur ça. C'est vrai que c'est un exercice un peu compliqué d'avoir le nombre précis de critères, parce qu'il faut en avoir suffisamment pour pouvoir influer sur plusieurs piliers. Et à la fois trop, ça va compliquer la collecte et ça risque de peut-être aussi compliquer la visibilité de la stratégie ESG. Voilà. Et aussi, on a une autre difficulté sur l'analyse des grilles ISR, c'est que tous les fonds ne les publient pas. On a exactement 50% des fonds en nombre, donc un fonds sur 2, qui vont donner ces informations. C'est aussi une difficulté méthodologique pour nous, même si on a souvent quand même le nombre de critères quand on n'a pas exactement le détail et les pondérations. Donc ces critères, quels sont-ils ? Donc voici les thématiques qui sont attachées aux critères. Donc vous voyez que la pastille à chaque fois, c'est les thématiques où il y a l'indicateur d'impact obligatoire. Je reviendrai dans la slide d'après. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Donc, outre les obligatoires, il y a quand même beaucoup d'environnement. Ça se ressent notamment dans les pondérations moyennes. En moyenne, du coup, l'environnement, il est pondéré à 44%. Le social est pondéré à 33% et la gouvernance à 23%. Voilà. Là, je voulais parler un petit peu des indicateurs d'impact. Donc, à la différence avec les critères, donc les grilles sont composées de plein de critères. Et parmi ces critères, certains sont des indicateurs d'impact, c'est-à-dire qu'ils sont publiés chaque année. Et c'est vraiment eux qui vont orienter les stratégies ESG des fonds. Ça va vraiment permettre de voir l'impact de la stratégie chaque année. Donc, ces indicateurs, ils sont en moyenne autour de 10. On a environ un quart des fonds qui en publient plus de 10. Et il y en a notamment 8 obligatoires. Donc, les 8 obligatoires, ce sont ceux-là. Donc, énergie carbone, un dans la partie sociale, donc santé, confort des occupants ou mobilité, et un dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Donc, sans surprise, ils sont publiés par quasiment tous les fonds. Voilà, typiquement 98% en énergie et 99% en carbone. Juste pour dire, on n'a pas de 100% parce qu'on n'a pas toujours trouvé les indicateurs d'impact. Notamment sur les SCI, c'est les véhicules qui sont on a un petit peu moins de documentation. Il n'y a pas tout le temps les codes de transparence, mais voilà, estimé que c'est quasiment 100%. On s'est posé la question de qu'est-ce qu'étaient vraiment ces indicateurs d'impact sur la partie environnementale. Donc pour l'énergie, sans surprise, pour la quasi-totalité des fonds, c'est les consommations énergétiques en énergie finale ou en énergie primaire.
on n'était pas tout le temps sûr de est-ce que c'était énergie finale, est-ce que c'était énergie primaire, c'était pas tout le temps publié. Et donc pour certains fonds, ils rajoutent parfois des indicateurs sur la présence d'énergie renouvelable. Je crois que c'est le cas de 20% des fonds. Et après, à la marge, parfois il y a des indicateurs sur sur les DPE, ou des indicateurs sur des actions de réduction de la consommation énergétique, ou des audits, etc. Pour le carbone, tous les fonds publient donc leurs émissions carbone liées aux consommations énergétiques, et parfois ils incluent aussi les fluides frigorigènes. Voilà, pour un petit peu quels sont ces indicateurs d'impact obligatoires. Là, je vous ai mis ensuite les indicateurs d'impact sur les autres thématiques, donc hors obligatoire. Notamment, ce qu'on pourrait voir, par exemple, c'est que la résilience au changement climatique et la biodiversité sont assez élevées. Ça peut être pour certains fonds, donc certains gros fonds, une stratégie d'harmonisation, en fait, de répondre notamment, par exemple, aux exigences de l'article 29 de la loi énergie-climat également, donc avoir un peu une stratégie pour regrouper et répondre à toutes les exigences réglementaires. Voilà, sur les indicateurs d'impact obligatoires. Enfin, on a donc le dernier document qu'on a analysé, donc on a surtout regardé les codes de transparence, mais on a aussi regardé un autre document clé, c'est la politique d'engagement des parties prenantes, donc qui est publié comme par 92% des fonds en nombre, donc c'est assez élevé, on a une augmentation de 15% des fonds. Et sans surprise, les parties prenantes les plus citées sont les locataires et les prestataires, avec ensuite les collaborateurs, et après les investisseurs. Une catégorie qui a beaucoup augmenté cette année, c'est les organisations privées et professionnelles. C'est un peu coupé là, mais donc notamment l'OID et la SPIM. Oui, on va faire l'occasion de vous faire un petit point sur les premiers renouvellements de label ISR, puisque effectivement le label a eu 3 ans fin 2023, et on a pu nous interroger dans nos entretiens avec les 9 sociétés de gestion, les interroger sur les audits de clôture, les difficultés rencontrées, ou alors sur plus précisément comment est-ce que les sociétés de gestion ont fait évoluer leur grille ISR entre le premier cycle d'audit et le deuxième. Globalement, on a deux retours principaux des gérants. Le premier, il est intéressant, le terme est intéressant à relever, c'est le terme qui a été employé, c'est le nettoyage nécessaire des grilles ISR entre le premier cycle de labellisation et le deuxième. Tous les acteurs en fait ont souligné l'importance de simplifier et d'améliorer les grilles d'évaluation ISR. Le premier cycle ayant permis aux gérants d'identifier les critères non pertinents, jugés non pertinents à l'issue du premier cycle, ou alors irréalisables carrément, et de ne conserver donc que les critères qui étaient les mieux adaptés par rapport à l'expérience des 3 premières années. En outre, ce nettoyage a aussi nécessité une mise à jour en fait des grilles par rapport à des nouvelles exigences réglementaires et des nouveaux indicateurs qui ont émergé dans l'intervalle de temps des 3 années, par exemple des indicateurs liés au PAI du règlement SFDR ou des indicateurs de biodiversité dans le cadre de la loi énergie-climat. L'autre constat, ça a été par rapport aux audits de clôture, la principale difficulté relevée par les gérants lors du renouvellement, bien plus que l'atteinte des objectifs d'ailleurs, ça a été le fait de gérer simultanément un audit de clôture et un audit de renouvellement pour un nouveau cycle de labellisation. Les gérants nous ont indiqué que cela a nécessité une planification et une coordination accrue, à la fois pour respecter les délais et pour respecter les objectifs fixés. Néanmoins, les interactions fréquentes avec les certificateurs ont facilité le processus de renouvellement. Ensuite, comme l'année dernière, on a effectivement pu collecter de la part des gérants interrogés des retours d'expérience sur la version 1 du référentiel du label immobilier, ISR. Les points qui ont été cités, je vais les passer rapidement. Il y a des choses comme l'an dernier, la question de l'allongement de la durée du cycle a été soulevée par les gérants, puisque globalement, le cycle de 3 ans ne paraît pas adapté à la temporalité du secteur de l'immobilier. Ensuite, la formalisation des méthodes de calcul des indicateurs obligatoires est vraiment souhaitée par les gérants. Ça permettrait d'uniformiser et d'améliorer la comparabilité entre les fonds et les sociétés de gestion. Ensuite, concernant les politiques d'exclusion dans le label ISR,
Elles sont jugées comme non souhaitables par une majorité des gérants. Ils considèrent que, contrairement aux valeurs mobilières, l'investissement dans un actif immobilier n'est pas l'investissement dans une entreprise, et qu'il y a une grosse différence. Et enfin, ça c'est vraiment, je pense, aussi lié avec le retour des audits de clôture et de renouvellement, l'intérêt peut-être de standardiser les grilles d'audit pour optimiser et fluidifier les interactions avec les certificateurs. Enfin, on va terminer cette présentation de l'étude par ce tableau qui présente en fait les différents dispositifs volontaires qui existent en Europe, donc les principaux labels européens. Alors, je ne vais pas forcément tous les citer, il y en a une dizaine à peu près qui aujourd'hui existent en Europe. Pour la France, on a des labels en fait qui vont se focaliser sur des thématiques spécifiques comme le label Finansol qui va être sur l'impact social ou le label Greenfin qui va être sur la transition énergétique. Et on a le label, bien sûr, plus généraliste qui va faire des pondérations entre l'environnemental, le sociétal et la gouvernance, comme le label ISR. Au niveau européen, on a des labels équivalents dans la logique au label ISR. Ça va être principalement le label belge Towards Sustainability, qui est le deuxième label en nombre. C'est essentiellement des valeurs mobilières après le label ISR, mais quand même loin derrière. Et ensuite, peut-être plutôt citer les labels luxembourgeois LuxFlag, en particulier le LuxFlag ESG. Donc, quand on a regardé plus précisément combien de FIA immobiliers étaient labellisés sur ces différents labels qui existent en Europe, et là, clairement, le label ISR, qui domine déjà valeurs mobilières comprises, domine aussi largement en termes de fonds immobiliers. On avait 141 véhicules qui étaient labellisés, donc retail ou professionnel, fin 2023. C'est bien au-dessus des autres labels. Pour information, le deuxième label le plus important, c'est le LuxFlag ESG, luxembourgeois. Il y a seulement 6 FIA immobiliers qui sont labellisés. Donc, globalement, c'était une question qu'on s'était posée aussi l'année dernière au niveau de la profession, c'est de se demander si le label ISR était peut-être pionnier, mais est-ce qu'il n'y avait pas certains véhicules, notamment français, qui pouvaient s'intéresser à d'autres labellisations en Europe. Globalement, c'est pas vraiment le cas, même si, effectivement, pour le label LuxFlag, je précise que sur les 6 fonds qu'on a identifiés, il y a 3 fonds luxembourgeois, mais il y a 3 fonds français. Dont un qui est aussi labellisé ISR. Mais globalement, on voit bien que les gérants français restent très attachés au label ISR pour la labellisation en Europe et ne sont pas allés rechercher d'autres labellisations. Voilà, écoutez, je vous remercie. On a terminé cette présentation. Merci pour votre présence et votre attention. Pour introduire cette table ronde, je voudrais commencer par une petite citation d'Abel Quentin dans son livre Cabane, qui dit « Le bon sens ne craint pas ce qu'il ne peut pas se représenter ». C'est-à-dire qu'effectivement, il vaut mieux connaître et imaginer pour pouvoir agir. Cette fiction, elle est basée sur le rapport Meadows du début des années 70, qui fait qu'il y a plusieurs chercheurs qui rentrent dans ce qui est à l'époque l'un des plus gros ordinateurs du monde, différentes données pour générer ce rapport, qui s'appelle les limites à la croissance. Et le résultat, c'est que si la croissance industrielle et démographique ne ralentit pas, le monde tel qu'on le connaît, donc en 1973, s'effondrera au cours du XXIe siècle. Donc après s'ensuit la fiction, les différentes réactions, et c'est donc, il faut l'imaginer pour pouvoir réagir, et après comment on réagit quand on le sait. Ça rappelle un petit peu aussi le film Don't Look Up sur l'inaction ou pas, ou la réaction qu'on a une fois qu'on a pris conscience de ce qui pouvait arriver. Si on a vu effectivement, et ça s'est reflété dans l'étude, que les thématiques climat et carbone sont dans une phase de maturité et d'industrialisation des dispositifs, les trajectoires, les données, les outils, les dispositifs, les méthodologies, les techniques, l'acceptabilité sociale. Il y a d'autres thématiques qui sont un peu plus récentes, comme la biodiversité et le social, qui sont des enjeux substantiels pour faire face à l'adaptation des territoires dans la durée, mais qui n'ont pas cette maturité, notamment d'indicateurs et de méthodologie. Le bâtiment et le cycle de vie du bâtiment, que nous représentons tous ici, a un rôle prépondérant sur le territoire et sur ces différents changements. Contrairement à ce que je disais sur les économies, sur les consommations d'énergie ou les émissions de CO2, pour lesquelles on a des éléments tangibles,
c'est facile. Le vivant comme le social, c'est un peu plus complexe à appréhender. C'est ce qu'on verra tout à l'heure avec nos participants. Les perspectives ouvertes par cette étude qui vient d'être présentée en matière de durabilité, que ce soit d'un point de vue normatif, donc la taxonomie, SFDR, la LOLEC, ou volontaire, comme le label ISR immobilier notamment, démontrent l'importance de poursuivre les efforts pour mieux se figurer une réalité et pouvoir y réagir. Donc ça nous amène à notre table ronde. Si effectivement le thème du climat reste prépondérant, et on en parlera avec Michel, on peut d'ailleurs se rapprocher des événements récents pour savoir que ce qu'on n'avait jamais vu, ça peut arriver, hein, notamment à Valence. On va ouvrir le débat par d'autres thématiques. On poursuivra le débat par d'autres thématiques. Alors, je vais commencer par vous, Michel. C'est ce qu'on disait, dans une phase de double renouvellement, le renouvellement des premiers labels, qui arrive à leur échéance de 3 ans, et le renouvellement du référentiel. Alors, j'imagine que cette première phase a été l'occasion de tirer les premiers enseignements. Par essence, tout étant perfectible, l'objectif est de le rendre plus pertinent, plus performant. Est-ce que vous pouvez nous faire un point un petit peu sur où est-ce qu'on en est sur les travaux du comité du label? Merci, bonjour à tous. Avec grand plaisir. Donc, les 2 points que vous avez soulignés, c'est-à-dire renouvellement des fonds et renouvellement actualisation, on va dire. On n'est pas en train de refondre le label. C'est trop jeune. Et actualisation du référentiel sont pas sans lien. Hein. On s'est dit que c'était bien d'utiliser les informations, et je comprends avec votre étude qu'il y en a effectivement quelques-unes qui sont tirées des audits de renouvellement pour faire évoluer le référentiel de manière à ce que ce soit plus fluide ensuite. Hein. Donc les choses sont bien liées. Donc effectivement, comme vous l'avez rappelé, le label immobilier date de 2020, donc on n'est pas sur quelque chose de très ancien. Je rappelle que le label sur les valeurs mobilières qu'on a, lui, alors vraiment fortement revu, il datait de 2016. Une autre époque, vraiment, complètement. Donc déjà, je le dis et je le répète régulièrement, le label immobilier, il est déjà très évolué par rapport à ce qu'on avait fait forcément en 2016, et il a déjà intégré un certain nombre d'évolutions et de spécificités qui nous ont d'ailleurs inspiré pour la révision du label mobilier. Voilà. Il faut le savoir, il faut en être fier plutôt. Ça veut dire que progressivement, effectivement, on essaye de s'améliorer. Donc, en juillet 2023, comme on voyait arriver, c'était pas très difficile de compter sur ses doigts, les renouvellements des premiers fonds. On s'est dit que c'était intéressant d'y réfléchir. En décembre 23, on a lancé de manière officielle des travaux de revue et une concertation, comme on le fait. On n'avait pas d'urgence et de pression particulière. Donc une consultation publique, comme on dit. Consultation, alors on pourrait dire, vous n'avez eu que 9 retours, c'est pas beaucoup, mais en fait si, parce qu'il y avait le retour de l'ASPIM qui avait fait son travail à l'intérieur de ses membres. Donc en fait, on a un retour très lourd et très circonstancié de la part de l'ASPIM. L'AFG a fait aussi cet exercice, et puis on a aussi quelques autres retours sur les certificateurs, les fournisseurs de données, etc. Donc, on a vraiment, je pense, récupéré beaucoup d'informations, et bien entendu, les travaux de l'OID et de la SPIM sur ce sujet sont toujours une source d'information et d'inspiration, on va dire ça comme ça, extrêmement forte. On n'a pas la même chose sur les fonds mobiliers, et on est bien content de l'avoir sur les fonds immobiliers. On va essayer de faire mieux pour les autres. Et donc, depuis février de cette année, il y a un sous-comité. Parce que bien entendu, le travail sur l'immobilier, il nécessite qu'on soit un peu expert, qu'on connaisse bien les sujets. Donc on a créé un sous-comité immobilier qui comprend forcément des gens qui connaissent bien le sujet. Donc
des membres du comité du label normal, hein, bien entendu. Tous ceux qui veulent venir viennent. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir qu'il y en a quand même beaucoup qui s'intéressent au sujet et qui le connaissent pas, mais justement qui apprennent beaucoup de choses à travers ces travaux. Et on a donc l'ASPIM et l'AFG, on a des certificateurs, on a l'AMF, on a 2 sociétés de gestion et l'OID et Presswater. Donc voilà, un comité pas trop grand, mais quand même avec beaucoup de matière grise et de spécialistes du sujet. Et donc depuis février, on fait une réunion tous les 2 mois à peu près, avec la même manière de fonctionner que ce qu'on a fait sur le label mobilier, c'est-à-dire que le sous-comité travaille sur un certain nombre de sujets. On fait 1 ou 2 réunions. Donc on discute vraiment sur le fond. Il y a des points qui sont consensuels, il y en a qui le sont moins, et on remonte ça au comité du label. C'est-à-dire qu'ensuite, de toute façon, c'est le comité du label qui prend les décisions, de proposition au ministre. Hein. Je vous rappelle que c'est quand même pas nous qui prenons les décisions. Enfin, en tout cas, qui arrêtons les positions du comité du label sur la base des progrès qui se font donc systématiquement entre les réunions du sous-comité et les réunions du comité. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais en fait, c'est relativement fluide parce qu'on a un très bon secrétariat qui assure parfaitement la liaison entre les sous-comités et les comités, et ça nous permet d'avancer pas à pas. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec une grande idée révolutionnaire. Hein. On va faire de l'actualisation de toute façon, donc on ne veut pas tout réformer. Donc on prend les sujets les uns après les autres, et puis progressivement, comme les sujets sont souvent un peu liés les uns aux autres, on avance sur les différents thèmes et on a fait un premier passage de tous les sujets autour de 3 axes de travail. Je pense que c'est ça qui est intéressant à retenir. Les 3 axes, c'est bien parce qu'il y en a qui sont quand même très cohérents avec ce que vous avez dit. Le premier, en fait, parce que ça, c'était une remontée qu'on avait depuis longtemps. Vous avez appelé ça le nettoyage des grilles. Bon, nous, on a dit qu'il fallait travailler sur la précision des principes et des outils actuels du référentiel. Mais ça veut dire la même chose. Ça veut dire effectivement se poser la question de quels sont les points qui sont dans le référentiel et qui laissent finalement une trop grande possibilité d'interprétation. Ça, c'est de bonne foi. Ou de passer à côté. Pas forcément de bonne foi, mais pour aller plus vite et plus simple. Et donc, ça nous conduit à réfléchir sur des précisions, des précisions sur les indicateurs de performance, comme vous l'avez vu, plus de transparence. Quand on calcule un indicateur en matière d'énergie ou en carbone, est-ce que c'est par rapport au mètre carré, à la valeur absolue, est-ce que c'est en primaire, pas en primaire, enfin voilà. Je reviens pas sur tous ces points, mais c'est des points importants pour que, est-ce qu'on veut vraiment pouvoir comparer les fonds les uns aux autres à travers les critères du label ISR? On n'est pas quand même absolument dans cet objectif, mais l'idée, c'est que progressivement, on harmonise et moins d'hétérogénéité et que finalement, on soit conduit à avoir un peu plus d'harmonie. On travaille aussi sur ce que c'est que la note minimale, qu'on préfère appeler notre seuil, donc comment est-ce qu'on la calcule, par rapport à quoi, par rapport à quel cadre de référence. Ce qu'on va faire aussi un peu plus souvent, c'est de préciser des cadres de référence pour qu'effectivement aussi progressivement vous alliez, enfin les sociétés de gestion aillent derrière ces cadres. On est toujours tiré entre le fait de dire il faut harmoniser, donc on va dire c'est ça et pas autre chose, et puis donc ça c'est souvent ce qu'on nous demande. Et puis quand on fait ça, on nous explique ah oui mais alors attention, ça il y a tel cas ça rentre pas, là c'est différent, etc. Donc il faut qu'on trouve le bon équilibre entre voilà le mainstream, le cadre, les cadres qui sont les bons, mais en général, on laisse ouvert la porte et là, c'est le certificateur qui intervient, qui doit vérifier que les arguments qui sont donnés pour ne pas utiliser le cadre qu'on a proposé sont de bons arguments. Voilà. On essaye toujours d'être dans cette distinction-là. Le cycle de 3 ans, ça fait aussi partie des sujets de réflexion. Alors,
Nous, on continue à penser que c'est pas mal 3 ans. Bon, d'abord parce que on cherche aussi à avoir une espèce d'harmonie avec les autres référentiels. Mais ce qu'on essaye de voir, c'est comment on peut, tout en étant sur 3 ans, travailler par exemple sur 2 périodes de 3 ans. Et en fait, on s'est aperçu, on l'a appris grâce à nos échanges, qu'il y avait quand même beaucoup de sociétés de gestion qui travaillaient en fait sur 6 ans. Hein. Simplement à 3 ans, ils ont une première étape, et puis voilà. Parce que de toute façon, même si on dit 5, vous avez des actifs qui rentreront à la 4e année, donc de toute façon, ils seront pas dans le cycle non plus. Donc c'est un débat sans fin. Donc on va essayer de pas y passer trop de temps et de trouver des formules qui sont, on est bien d'accord, hein, qui permettent de faire en sorte que la durée des travaux, la durée de vie de vos parcs soit tout à fait intégrée, bien entendu, dans le label. Mais il y a des solutions. On travaille aussi sur le best in class et le best in progress, parce que ce que vous nous avez montré, là vous l'avez pas montré, mais c'est dans l'étude, c'est qu'en fait la plupart des fonds sont en best in progress, alors que le référentiel de base du label, il est plutôt réfléchi sur du best in class. Donc forcément, il y a des choses qui sont pas complètement en ligne, donc on en est conscient, donc on travaille plus sur le sujet. C'est même l'immense majorité. Hein. Ah ben c'est plus, oui, j'ai vu 98%, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est complètement à l'envers de la première idée qui était dans les têtes. Donc on s'adapte, il n'y a pas de raison, on va travailler là-dessus. On travaille aussi sur la poche des 10% pour mieux définir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment le premier axe. Nettoyage, précision, plus de transparence, plus d'harmonisation possible. Le deuxième axe, c'est la cohérence du référentiel immobilier avec ce qu'on a fait sur les valeurs mobilières. Alors, c'est une réflexion. Ça ne veut pas dire qu'on cherche absolument à ce que les modifications qu'on a faites sur le référentiel immobilier soient adoptées par le label immobilier. Mais on se pose des questions. Donc, on a bien identifié les nouveautés et on se pose la question, est-ce que ça a un sens ou non? Est-ce que c'est intéressant ou non de le reprendre dans le label immobilier? Bon, tout ce qui est, vous l'avez dit vous-même, tout ce qui relevait de la mise aux normes, entre guillemets, ou enfin l'adaptation à la réglementation qui a évolué, bon, il faut aussi que le label immobilier s'adapte à la réglementation. Donc là, on n'a pas trop de complexité. On se pose la question sur la double matérialité. Alors là, j'ai vu, ça m'a intéressé, vous avez dit à plusieurs reprises que les fonds, les sociétés utilisaient les PAI. Nous, ce qui nous est remonté, c'est que, mais je crois que j'ai entendu aussi dans les commentaires, n'est-ce pas, les PAI, on peut peut-être les appliquer, mais ils sont pas très utiles en matière immobilière, et c'est plutôt le sentiment qu'on a collectivement dans le sous-groupe. Donc, on essaye de pas forcément se dire, comme on l'a fait pour les valeurs mobilières, allez utiliser les PAI. Donc là, on essaye de trouver d'autres solutions pour qu'il y ait quand même l'évidence de la double matérialité. Mais c'est plus facile, je pense, sur l'immobilier que sur le mobilier. On réfléchit à la transition au climat et à ce que ça signifie par rapport au fonds immobilier. Les problèmes d'exclusion, bon, c'est clair qu'on va pas non plus on va pas exclure de la même manière qu'on a fait dans le label mobilier, mais on s'interroge quand même sur là on se place du côté du client. On se dit, qu'est-ce qu'il attend? Est-ce qu'il se préoccupe de savoir si le locataire il vend ci ou ça? Je sais pas. Est-ce qu'il se préoccupe de savoir s'il vend des armes, s'il vend du tabac? Bon, on n'est pas très allant sur ce sujet-là. Par contre, on se dit qu'il y a quand même des usages éventuellement de certains actifs. Là, on est plus sur de l'actif industriel, disons, peut-être sur lesquels il pourrait se poser des questions. Donc là, c'est peut-être des choses qu'on peut résoudre avec des chartes ou avec des choses de ce genre-là. Donc on y réfléchit, mais pas de manière aussi systématique qu'on l'a fait pour le mobilier. Qu'est-ce qu'on a encore sur ces sujets? Bon, on réfléchit sur le sujet des controverses, qu'est-ce que ça veut dire dans l'immobilier. Enfin, on est obligé d'adapter quand même, ça c'est clair. Et puis le troisième axe, je finis par là, c'est un sujet
qui vous est bien spécifique, c'est comment on fait pour avoir une meilleure prise en compte des enjeux d'amélioration du bâti existant bien sûr, parce que c'est quand même ça qu'on cherche à faire collectivement, avec deux propositions pour le moment qui sont sur la table. Comment la possibilité pour les fonds de valider l'exigence de surperformance en comparaison de leur propre état initial, qui est dans le logiciel aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faut le vérifier sur énergie et carbone. Bon, ça ouvre pas beaucoup de possibilités de diversifier. Vous allez en parler tous les deux sur d'autres sujets. Donc, on réfléchit à voir si on peut pas avoir des systèmes dans lesquels on aurait un indicateur climat, on va dire, que ce soit l'énergie ou le carbone, enfin trouver quelque chose, et ouvrir sur peut-être un autre type d'indicateur qui permettrait peut-être d'aller sur le social ou sur d'autres sujets et environnementaux. Et l'autre point sur lequel on réfléchit aussi, et c'est assez compliqué ça, c'est pour les fonds qui vous êtes nombreux, qui travaillent à améliorer effectivement les actifs et qui les revendent avant la fin du cycle de 3 ans, parce que si on va à 5 ou à 10, je vous dis pas, avant la fin du cycle de 3 ans, et donc le travail qui a été fait, il a disparu, il est perdu, vous avez fait des progrès, mais on les voit plus puisqu'ils sont plus dans votre parc. Donc, comme on fait, ça risque d'être un peu compliqué, parce qu'il va faire des calculs, mais je pense que c'est vraiment nécessaire qu'on arrive à faire ça, et donc on travaille sérieusement sur cette piste-là pour que ceux qui sont très actifs, et on voit bien que c'est quand même l'objectif, très actifs pour améliorer le parc existant, soient reconnus à la juste valeur des travaux qu'ils ont pu faire. Voilà, ça c'est nos travaux, nos réflexions actuelles. On en a encore pour un petit peu de temps, donc on vise, moi, je l'avais dit depuis le début, plutôt la mi-2025, mais bon, pour la fin de nos travaux à nous. Après, moi, je ne prends pas de responsabilité sur ce que fait le ministre. Mais on verra, parce que si c'est la fin de l'année 2025, comme vous l'avez dit aussi, il y a tout un tas d'autres réglementations qui sont en train d'évoluer. Bon, si on est à quelques mois près, peut-être ça vaut la peine d'attendre la nouvelle réglementation européenne pour être sûr que ce qu'on écrit dans le label et dans le référentiel colle, pour pas avoir besoin d'y revenir. Bon, on croit toujours qu'on fait ça, mais en fait, on est surpris. Là, avec le label mobilier, par exemple, nous, on a fini, et puis l'ESMA nous explique comment les problèmes de nom, mais derrière les problèmes de nom, il y a les problèmes d'action, et on est obligé de réfléchir à notre référentiel. Bon, donc de toute façon, on est dans une période où il faut avoir dans la tête qu'il faut qu'on actualise régulièrement nos référentiels. Merci beaucoup. Donc, on peut conclure qu'effectivement, on a une approche pragmatique du comité du label. Donc, le nettoyage, la cohérence et l'amélioration du bâti, avec la prise en compte de ce qui a été vu dans l'étude, les fonds valuades, les exclusions, les poches big bip. Donc, merci beaucoup. Et on voit qu'on ouvre aussi justement un peu sur d'autres thématiques. Ça tombe bien, puisque on va pouvoir donner la parole à Victor sur la dimension sociale. En fonction de ce qu'on a vu et des résultats de l'étude, on pourrait considérer, alors je ne sais pas comment le dire, mais que le S est parfois un peu le parent pauvre de l'ESG, en tout cas sur les fonds ISR qui se concentrent principalement sur la sécurité, l'accessibilité et le confort des utilisateurs. Je pense qu'il y a là-dessus, il y a différentes problématiques. Il y a un sur les indicateurs, la méthodologie, les benchmarks, voilà. Et puis il y a sur ce qu'il est possible de faire, sur ce que certains acteurs font. Et je pense que chez Nexia, vous allez parfois un peu plus loin. Vous êtes plutôt novateur sur le sujet. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur les enjeux et le passage peut-être d'une RSE à une RTE, une responsabilité territoriale environnementale? Oui, je vais essayer, en tout cas. On l'a vu dans la présentation et vous le verrez dans l'étude plus complètement. Aujourd'hui, les indicateurs dans l'ISR, sur le S, le social ou la société, ou ce que vous voulez, comment vous voulez l'appeler, essayent de reproduire ce que fait le. L'idée, c'est comment est-ce que je fais des actions qui améliorent mon actif. C'est une bonne question. Enfin, c'est une question qui est essentielle. C'est comment est-ce que j'améliore mon actif. Quand je suis asset manager, mon but, c'est de créer de la valeur. Je suis Novaxia, donc je suis obligé de faire un pas de côté
Et moi, je vais poser une autre question. C'est à quoi sert mon actif? Pourquoi je pose cette question? Parce que l'idée, c'est de se dire, je veux créer de la valeur, mais je veux aussi créer de la valeur à long terme. L'ISR, ce n'est qu'une composante du développement durable. L'idée, c'est de se dire, je crée de la valeur, mais j'achète un bâtiment, j'achète un actif, mais dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, à quoi il sert? Qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce que je capte des loyers? Comment est-ce que je capte de la création de valeur? Et ça, c'est une autre question. Et c'est pas une question qu'on voit aujourd'hui dans les grilles ESG, qui vont vous parler d'accessibilité, qui vont vous parler de peut-être de services rendus, mais assez basiques, qui vont vous parler de rack à vélo. Donc en effet, c'est réglementaire, c'est obligatoire, et si je les ai pas, bah peut-être je décote mon bien immobilier. Si je pose la question, à quoi servent mes mètres carrés? Comment est-ce que je peux les utiliser? Je pose une autre question, et je vais essayer de me dire, bah, ce bâtiment, bah, il a peut-être un peu de vacances à un moment donné. Par exemple, nous, on fait des projets immobiliers, donc on fait du développement. C'est-à-dire qu'on va acheter des bâtiments de bureaux qui sont vides et on va les transformer, soit en les recyclant, soit en les réhabilitant, en quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, il est clé. C'est une discussion avec les villes, avec les territoires, avec l'économie locale, pour savoir mais qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut créer de la mixité? Est-ce qu'on veut créer du logement social? Qu'est-ce qu'on a besoin dans ce lieu-là? Et en fait, ça, c'est des questions qui sont tellement plus intéressantes, en fait, de mon point de vue, parce qu'elles vont challenger concrètement ce que veut faire le gérant, ce que veut faire la société de gestion, et qu'est-ce qu'il veut créer comme valeur. Et en plus de ça, ce qui est important avec le label ISR, et c'est pour ça que je veux rebondir sur ce qui a été dit par Michel, aujourd'hui, il y a quand même une liberté dans le label ISR qui permet à un gérant de créer des indicateurs, en tout cas de se doter d'objectifs sur le S, qui vont bien au-delà de ce qu'on a vu. Par exemple, nous, comme je vous disais, on a des mètres carrés vides, et on a une volonté historique de vouloir faire les choses un peu différemment. Et en tant qu'acteur un peu de la promotion immobilière, vous connaissez sûrement tous ce bâtiment vide où le promoteur, il a acheté le bâtiment, il a cassé tous les sanitaires, il a mis ses parpaings sur toutes les fenêtres, il a bloqué toutes les portes, alors que c'est des mètres carrés qui vont être vides, vacants pendant 2 ans, et qui vont être en cœur de ville. Il y a une multitude d'acteurs qui rêveraient d'avoir accès à ces mètres carrés, que ce soit gratuitement ou avec un loyer des côtés, et qui permettrait à terme de faire une préfiguration, ou en tout cas d'essayer de remettre un peu de vie dans cet endroit-là, dans ce quartier, qui permet donc au territoire de se développer et donc de valoriser l'actif à terme. Parce que si je remets de la vie dans ce bâtiment, évidemment, je redonne de l'intérêt aussi au bâtiment sur sa valeur future. Donc c'est ce qu'on essaye de faire avec l'occupation temporaire. Donc on n'a pas d'image, c'est dommage parce qu'on aurait pu vous montrer comment c'est concret et surtout à quel point on arrive à intégrer, nous, les acteurs locaux, donc les maires, les élus, l'économie locale, dans ces bâtiments pendant 1 à 2 ans. Et pour moi, en fait, ça, c'est Novaxia. Mais chacun d'entre vous peut avoir des valeurs, peut avoir des choses très spécifiques, très concrètes, qui vous portent, qui vous émeut, sur lesquelles vous pouvez faire avancer votre gestion et votre stratégie sur ces thématiques. Je vous donne un autre exemple, moi, qui me touche. Et là, je me mets du côté de l'utilisateur. Je ne suis plus société de gestion. Dans nos bâtiments, dans le 15e, on a fait encore un peu différemment. On avait une entreprise d'accueil tout à fait classique qui nous satisfaisait pas. Et on est allé voir un de nos occupants temporaires qui s'appelle Biscornu, donc qui fait travailler des personnes en situation de fort handicap, pas mal plutôt des trisomiques 21, mais aussi d'autres handicaps, et qui fait historiquement du traiteur d'excellence. L'idée, c'est de montrer qu'une personne handicapée peut faire une activité d'excellence. Donc c'est leur métier de base, c'est comme ça qu'ils se sont développés, et ils étaient en occupation temporaire chez nous. Et en discutant avec eux, on leur a proposé, et ça vous dirait de prendre notre accueil. Nous, on s'est dit, le métier d'accueil, on est un peu naïf, hein. C'est très naïf, c'est très Novaxia. On s'est dit, c'est un métier facile. En vrai, vous pouvez apprendre le métier et devenir excellent dedans. Et ils ont tenté, ils ont pris le parti de le faire. Et ça se passe très bien, ça s'est passé 1 an. Donc là, on adapte leur activité, mais ils sont toujours chez nous. Si vous venez l'après-midi, vous croiserez Robin, qui est une personne de Biscornu, et qui vous accueillera chez nous. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que pour moi, une société, une SCPI classique, pourrait très bien mettre dans ses indicateurs ou dans ses objectifs de proposer à tous ses locataires d'avoir une démarche différente à son accueil, d'avoir un traiteur différent qui s'occupe de la restauration. Et nous, on l'a vu sur un de nos actifs, sur Néo,
qui est à Rueil, où ils l'ont fait, mais naturellement d'eux-mêmes. Donc ça venait pas de nous. Et en fait, c'est possible, c'est tout à fait possible. Il faut juste s'en donner les moyens si on a envie de le faire. Et c'est ça qui est bien avec l'ISR, c'est que ça permet d'adapter son discours ou d'adapter sa gestion à ce qui nous est propre. Parce que moi, je vais mettre beaucoup plus d'efforts là-dedans que de mettre des racks à vélo. En tout cas, c'est mon point de vue. Et je pense que chacun d'entre vous pourrait très bien avoir un point de vue aussi à apporter au secteur. Alors, je te remercie. Alors, effectivement, on voit qu'en fait, on peut toujours faire mieux et donc il y a beaucoup de possibilités qui sont offertes par rapport à une approche assez classique, je pense, de beaucoup de sociétés de gestion qui, pour autant, font des choses qui ont peut-être un objectif de valoriser les actifs, mais sans prendre compte forcément l'impact social ou territorial. Et donc, je pense qu'effectivement, ça illustre très bien ce qu'il est possible de faire là-dedans. Après, on a un cadre qui est un petit peu réglementaire, qui évolue notamment au niveau de la CSRD, des nouveaux ESRS qui sont sortis donc sur cette dimension sociale. Est-ce que tu as quelques éléments qui pourraient être apportés ? Oui, c'est une bonne question, et puis ça nourrit tout à fait le discours que je viens de vous tenir. Aujourd'hui, vous avez une réglementation qui est costaud, vous la connaissez, la CSRD, et pour moi, je le vois plutôt comme un levier pour faire encore plus fort et aller encore plus loin sur ce qu'on veut faire. Vous avez si vous êtes connaisseur, le SRS S3, qui va traiter de la communauté, en tout cas des communautés locales, et dans ce cadre-là, c'est très facile en fait de valoriser une activité comme ce que nous on essaye de faire, ou n'importe laquelle. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de think tanks qui travaillent en ce moment sur ces sujets de mesurabilité, en tout cas de communicabilité, on pourrait appeler ça de l'impact, savoir identifier ce qu'est un KPI d'impact sur le social, de savoir le mesurer, de l'évaluer dans le temps. Aujourd'hui, on sait le faire. Enfin, si on s'en donne les moyens, évidemment, on sait le faire. Parce que je vous dis ça, mais chez Novaxia, on a 2 personnes à temps plein juste sur ce sujet-là, donc c'est vrai que c'est facile pour moi de le dire. Mais en tout cas, c'est une mission de conseil qui peut très bien être fait et qui cadre en fait cette stratégie. Nous, on n'a jamais eu de complexité en fait à mesurer l'impact. Je vous donne un autre exemple tout à fait anecdotique, mais qui est très parlant sur ce que ça peut donner. On a fait à République, dans un ancien bâtiment qui était une école. Donc là, vous êtes métro Saint-Maur en 2021. On avait un bâtiment obsolète. Quand je dis obsolète, c'est l'intérieur, c'était horrible, mais l'extérieur, très beau. On a fait venir des artistes, donc des street artistes même, une quarantaine, qui ont pris possession du lieu et qui ont fait une expo qui s'appelle Colors Festival, d'ailleurs qui a continué, je crois qu'ils en ont fait 4 après, et qui a permis d'accueillir 30 000 visiteurs payants pendant 3 mois en 2021 et 2022 aussi. Et qu'est-ce que ça a permis de faire ? En fait, ça a permis déjà de rémunérer des acteurs du street art qui sont souvent mis de côté. Hein. L'ESS, même si ça représente 10% de l'économie française, est souvent mis de côté. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, on arrive peut-être dans un moment de récession ou de crise économique, ça serait un peu bizarre que les acteurs immobiliers se coupent de l'économie de l'ESS, sachant que peut-être demain, ce sera eux qui généreront les loyers. Voilà, c'est à bon entendeur. Et donc, imaginez 30 000 personnes en 2 mois qui passent dans un bâtiment, alors qu'à côté, vous aviez des commerces qui avaient juste un bâtiment vide pendant 5 ans devant chez eux. Ce qui s'est passé, c'est assez simple. On a reçu un appel un jour du bistrot en face. Alors, c'est très anodin ce que je vous raconte. Et cette personne était extrêmement ravie de nous annoncer que grâce à cette expo, il avait recruté une personne pour gérer l'afflux client. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire qu'on est capable, si on s'en donne les moyens, de mesurer un impact même indirect grâce au S. Et demain, comme l'école maintenant a été livrée et qu'il y a 200 étudiants qui sont là tous les jours, je suis sûr, même si je n'ai pas vérifié, qu'il a toujours son ETP en plus, parce que maintenant il a une influence. Mais on lui a permis de préfigurer et d'anticiper en fait ce que ça voulait dire d'avoir un bâtiment de 1000 m² en face de lui qui était occupé. Est-ce que ça répond à ta question ? Oui, je te remercie, mais c'est assez clair sur effectivement ce qu'on pourrait prendre en compte, ce qu'on peut générer volontairement ou par conséquence en fait des modes de gestion qu'on a nos immeubles. Et donc ça, c'est un petit peu, c'est l'exemple que tu viens de donner, c'est un petit peu de la revitalisation urbaine. Et donc c'est penser un petit peu à l'échelle d'un territoire. Sandrine, donc quand on pense à l'échelle de territoire, on peut penser aussi à la biodiversité, aux trames écologiques, à la continuité
écologique. Donc, dans ce cadre, on a toujours les mêmes sujets qui sont des indicateurs. Est-ce qu'on a les mêmes indicateurs tous? On voit qu'on a quand même une communauté, enfin une concentration des indicateurs sur soit des CBS, des taux d'artificialisation, voilà. Mais est-ce que ces indicateurs sont uniques? Est-ce qu'ils sont pertinents? Comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce que alors chez toi ou ailleurs, quelle est l'actualité sur le sujet et quels sont les grands enjeux? Alors, on voit bien qu'il y a une différence entre les typologies d'actifs qui sont différents. On gère pas tous des bouts de forêt amazonienne, mais plutôt des immeubles, parfois dans des milieux qui sont très anthropisés. Ça veut pas dire qu'on peut rien faire, mais est-ce que ça a un intérêt à le faire? Voilà. Quelle est ta position? Alors, c'est vrai que quand on parle biodiversité en immobilier, ça peut paraître à premier abord surprenant. Maintenant, on a tous des parcs immobiliers qui font on couvre tous les cycles de vie. On va de la naissance à l'éducation, au travail et la fin de vie. Donc, des typologies complètement différentes. Difficile de les aborder de la même façon. On ne va pas gérer une crèche comme on va gérer une usine, comme on va gérer un bureau. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des parcs qui font que cette diversité nous amène à nous interroger beaucoup et à constater quand même que même si ce sont des bâtiments, 4 murs, un toit, on peut pas les traiter de la même façon. Et donc, on ne peut pas appréhender un parc immobilier quel qu'il soit de façon unique. Et ça, c'est déjà un premier enjeu pour toutes les sociétés de gestion, c'est avoir cet état d'esprit et se questionner à chaque fois sur l'usage du bâtiment. À quoi il sert et quelle est sa vocation et du coup, comment il va pouvoir contribuer. À côté de ça, au-delà des typologies, on a également les étapes du bâtiment. Un bâtiment, ça se réfléchit, ça se construit, ça s'exploite, ça se rénove. Et comment est-ce qu'à chaque étape, on va intégrer cette dimension de biodiversité? C'est comment on va pouvoir le traiter. On voit très bien un immeuble neuf versus un immeuble en rénovation. Un immeuble neuf, il a été pensé, surtout maintenant quand on les livre, en promotion, on anticipe d'ores et déjà son impact sur la biodiversité, comment il va pouvoir contribuer à réintroduire la biodiversité. Mais vous êtes en milieu urbain totalement minéralisé, comment on fait? On a certes la toiture, ok, mais à côté de ça, on a un cumul de réglementation qui fait qu'il va falloir mettre des panneaux solaires, il va falloir gérer sa GTB, enfin, on cumule toutes les réglementations qu'il faut que, à un moment donné, on est contraint de faire des choix et de privilégier l'une par rapport à l'autre. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que malheureusement, la biodiversité est souvent celle qui est arbitrée, qui passe en second. Parce que la biodiversité est encore une démarche volontaire versus les panneaux solaires, qui sont des réglementations aux échéances proches. Donc c'est quelque chose aussi qu'il faut qu'on intègre dans nos réflexions et aussi dans la façon dont on appréhende les immeubles, que ce soit au moment de la construction, comment nos promoteurs aussi nous accompagnent là-dedans, comment nos équipes aussi l'appréhendent et comment on l'appréhende dans le cycle d'exploitation avec nos locataires. Parce que le locataire, c'est le premier acteur de l'immeuble. C'est vrai qu'on raisonne toujours la construction, etc., l'exploitation, mais si vous n'avez pas un locataire qui est à bord, qui s'approprie son immeuble, qui a envie de biodiversité, qui a envie de le faire vivre, on peut pas aller bien loin. Et encore une fois, je pense qu'en termes de maturité sur ces sujets-là, ce serait intéressant de poser la question à la salle, mais on est encore tous dans les réflexions, on cherche la bonne solution. Donc on a beaucoup de projets pilotes les uns et les autres. Nous, on en a un qu'on aime beaucoup, qui est comment mettre de la biodiversité dans Paris au bord du périph'. On est très fiers, on a même vu revenir des orchidées sauvages. C'est assez anecdotique, hein, mais bon, ça fait partie de nos petites fiertés. Au bord du périph', c'est quand même assez rigolo. Mais ça reste un projet, un pilote, un prototype.
et on a du mal à se dire comment on va le dupliquer, le renouveler sur d'autres immeubles. À chaque fois, on doit repenser le projet. Et c'est vrai que dans dans une société de gestion, c'est difficile d'appréhender projet par projet. Et surtout vu les volumétries qu'on gère tous et les typologies. Ouais. Après, je pense que... Alors là, on a bien compris qu'en gros, c'est un constat qu'on peut tous faire, hein, c'est que l'immobilier est un obstacle à la biodiversité, mais pour autant, il faut faire en sorte qu'on en fasse, et ça rejoint un peu le thème du social, hein, on peut toujours faire plus, on peut toujours faire mieux, on peut toujours s'inspirer de ce que les autres font ou de manière empirique de ce qu'on fait sur un immeuble. Si on rentre sur la partie un peu plus pratique, un peu plus technique sur les indicateurs pertinents que j'évoquais tout à l'heure, que ce soit au niveau de l'activité de construction, comme tu évoquais, enfin le cycle de vie du bâtiment, l'étape de vie du bâtiment, ou sur les indicateurs que tous nous utilisons et sur lesquels nous reportons pour la plupart, notamment en termes d'indicateurs du label ISR. C'est vrai que là aussi, et on l'a vu dans l'étude, on a X indicateurs. Alors on en a un qui revient régulièrement, qui est le CBS, et ces indicateurs ont la volonté quand même de mesurer tous les services écosystémiques qu'on peut mettre en œuvre, avec des notions qui peuvent être parfois encore un peu loin de la réalité de l'immobilier, ou dont les contours sont assez flous, voire avec des niveaux de qualité qui sont un peu disparates et qui font qu'il y a une certaine, un certain doute par rapport à ces indicateurs, ou en tout cas un manque d'appropriation, parce que derrière, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de mobilisation de CAPEX? Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'empreinte sur l'immeuble, en termes de mesurabilité? Moi, j'avoue, quand j'en parle à mes investisseurs, ces sujets-là, ces indicateurs ne leur parlent pas, et autant de sociétés de gestion ils vont avoir avec lesquelles ils vont travailler, ils vont retrouver différents indicateurs. Alors, ils ont tous leur vocation, mais il y a vraiment un sujet de définir un consensus sectoriel pour qu'on assure de la lisibilité et du coup de l'appropriation de la matière biodiversité au sein de l'immeuble. Il faut on définisse tous ces indicateurs. Alors c'est vrai qu'on est quand même aidé par la réglementation. La LEC 29 nous pousse à communiquer davantage sur ces indicateurs, la CSRD aussi. Mais c'est vrai que plus on aura quelque chose de normé, de partagé et de lisible à l'échelle du secteur immobilier, plus la matière biodiversité sera appréhendée et on aura de plus en plus d'engagement sur cette thématique. Merci. Et on pourrait ouvrir le thème sur le degré d'acculturation de cette thématique, sur la sensibilisation et la formation nécessaire de tous, hein, du locataire, du propriétaire, de l'exploitant. Voilà. Est-ce que tu as une sensation de cette perception par les acteurs de l'immobilier? Alors, on voit, j'ai noté un chiffre, 34% des fonds aujourd'hui intègrent un indicateur biodiversité. Ça, c'est merci la LEC 29 quand même, hein, parce que beaucoup d'entre eux sont assujettis à la LEC 29 et le seront encore plus avec CSRD. On a quand même une maturité sur ces sujets-là. Les experts de l'ESG maîtrisent ce sujet-là. Quand on parle aux équipes d'asset management, aux équipes techniques qui ont une culture des travaux, pas comment je mets de la biodiversité dans mes immeubles, il y a quand même encore beaucoup de chemin à parcourir, de formation. Je pense que la formation va être un enjeu très très fort sur ce sujet-là. C'est vraiment un changement d'état d'esprit. La biodiversité, c'est pas la dimension aménagement paysager. Il faut qu'on sorte les équipes de cette dimension-là. C'est un élément au même titre que les autres dès la conception du projet. Et c'est aussi pour les équipes qui sont après dans la phase d'exploitation, ça doit être au cœur de leur réflexion. Aujourd'hui, ils raisonnent beaucoup, c'est quoi mon empreinte carbone? C'est quoi ma performance énergétique? Il faut qu'on les amène, c'est quoi mon rôle et mon empreinte biodiversité? On a encore ce sujet-là. Ça progresse. Il ne faut pas que je sois trop pessimiste, mais ça progresse vite.
Les nouvelles générations nous aident beaucoup aussi. Mais il y a encore pas mal de sujets, et tous les métiers en fait du cycle de vie et de la chaîne immobilière ne l'ont pas encore intégré. On a la conception, ça vient, les équipes d'assets, ça vient. Après, quand on est sur l'exploitation au quotidien, c'est plus complexe. On est un peu en bout de chaîne. Le locataire, il faut beaucoup lui parler. Il faut beaucoup lui expliquer la démarche et la construire avec lui. Il y a vraiment une démarche de co-construction à mener avec les équipes. Il faut vraiment à chaque fois définir des axes de travail communs et sur toute la chaîne. C'est ça, je pense, qui est important, et former les équipes. Pour ça, il faut tous nos travaux de place, je pense, y contribueront. Est-ce que tu sais justement si l'industrie immobilière a quelques initiatives qui sont en place, qui se développent, qui travaillent? Il y a le CSTB qui travaille dessus, notamment, et il y a aussi l'OID. Il ne faut pas s'en cacher, qui a ce programme BIC. Tu peux nous en dire un mot? Alors oui, effectivement, il faut que notre industrie se saisit du sujet, c'est fait. Qu'on aille plus loin encore pour que ça se développe, oui. Alors il y a pas mal d'initiatives effectivement qui existent et qui vont dans le bon sens, puisqu'on est avec l'OID, on citera BIC quand même, hein, qui est vraiment un groupe d'investisseurs et d'acteurs de l'immobilier qui souhaitent mettre en avant la biodiversité, notamment par réfléchir l'impact de la biodiversité dans les immeubles, construire des indicateurs qu'on puisse partager à l'échelle de notre industrie pour assurer une meilleure visibilité, une meilleure communication vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes de l'immeuble. Et je pense que ça, c'est vraiment le sujet, que ce soit pour nos occupants, mais aussi nos investisseurs. Plus ils comprendront le sujet, plus ils l'appréhenderont dans l'immeuble, plus ils seront enclins de le favoriser. Et ça passe aussi par, je dirais, la valorisation de la biodiversité. Maintenant, on connaît tous les crédits carbone. On sait que c'est quand même une source de financement, finalement, de nos CAPEX. Que ce marché-là, même s'il a été, qui reste encore controversé, a quand même une vocation forte. C'est vraiment de faire comprendre cette dimension. Et je pense qu'effectivement, la biodiversité doit suivre le même chemin parce qu'elle a un vrai rôle écosystémique, elle a un vrai rôle de contribution, et que du coup, et d'ailleurs, c'est un des éléments quand même qui a été communiqué lors de la dernière COP à Cali. Il y a quand même un cadre de financement, sur des marchés de crédit biodiversité qui a été lancé, qui va permettre d'accompagner le financement de la nature, de tous ces bénéfices, et donc de donner une vraie valeur et une vraie compréhension de la biodiversité. Donc je pense que c'est vraiment important aussi qu'on travaille sur cette valeur. On a beaucoup parlé de la valeur verte. Je pense que la valeur biodiversité, il faut qu'on commence à l'intégrer et à la mettre en avant au sein de l'industrie immobilière. Merci beaucoup. Alors, je pense que tout cela a pu nourrir différents échanges. Peut-être ça participera à la réflexion sur le comité du label, et on peut espérer qu'un jour, au même titre qu'on sait tous que c'est un immeuble peu émissif en carbone, on pourra dire qu'on a un indicateur qui prouve qu'il a un vrai impact social ou un vrai impact biodiversité qui soit reconnu par tous. Donc merci beaucoup. Juste pour conclure, je dirais que on n'a pas parlé beaucoup de climat parce que, c'est ce que je dis en introduction, parce qu'on est assez mature là-dessus, mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'oublier. Le 25 octobre dernier est paru le plan national d'adaptation au changement climatique qui présente les modalités d'adaptation à une France à plus 4 degrés en 2100, plus 2,7 en 2050, avec différentes mesures et différents impacts à prendre en compte. Donc je pense que voilà, on est tous... tous les acteurs qui sont ici présents, on n'a pas à rougir de ce qu'on fait. On a l'ambition d'aller plus loin. On veut. Et on merci aux organismes
interprofessionnels, au comité du label, aux autorités, enfin à tous les acteurs qui permettent de se structurer et d'avancer un petit peu là-dedans. Alors on n'a pas pris les questions au fur et à mesure, mais maintenant il y a un temps de questions-réponses pour vous, si vous le souhaitez. Bonjour, merci beaucoup. Juste moi je suis écologue et donc du coup la partie biodiversité m'intéresse particulièrement. Et du coup je reviens effectivement sur le besoin d'avoir des indicateurs un peu plus pertinents, parce qu'aujourd'hui, par exemple, le CBS, quand on regarde mettre une action biodiversité, c'est génial qu'on coche la case, mais une action biodiversité en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. On peut mettre un nichoir à oiseaux et dire « ah, j'ai fait une action biodiversité », mais ça ne va pas vraiment changer grand-chose. Donc du coup, le CBS aussi, c'est bien, c'est un taux de végétalisation, mais un terrain de foot va avoir un super CBS, alors qu'il ne contribue pas beaucoup. Donc peut-être ce qui serait intéressant, c'est de raisonner plus en termes de gestion des risques. Par exemple, aujourd'hui, je sais pas, je comprends pas qu'il n'y ait pas d'indicateur sur l'artificialisation, un objectif, peut-être pas du ZAN parce que ça y est, c'est voilà, mais en tout cas un objectif de réduction de l'artificialisation, sachant que c'est quand même la première cause d'érosion de la biodiversité. Là-dessus, et aussi sur toute la biodiversité grise, donc tous les matériaux qui sont utilisés, parce qu'aujourd'hui, on sait, à travers toutes les études qui sont faites sur les chaînes de valeur, que les matériaux sont beaucoup plus impactants que parfois, si on construit en milieu urbain sur des zones déjà artificialisées, en fait, c'est finalement tous les matériaux. Donc, revoir peut-être ces indicateurs au regard des risques. Comment moins artificialiser, ça permet de réduire les risques d'inondation, d'îlots de chaleur urbains, etc. Et en termes aussi de fonctionnalité écologique, c'est-à-dire comment on recrée des écosystèmes fonctionnels qui sont des zones de reproduction, de nourrissage, etc. pour les espèces. Donc c'était juste mettre un peu plus d'ambition sur les indicateurs biodiversité. Je vais commencer juste par un point. Effectivement, le CBS, il y a des travaux avec le CSTB sur le CBSH. CBSH, oui. Et donc, ce qu'il faut compter, effectivement, c'est... Ça dépend de différentes phases, mais à l'acquisition, quel est ton CBS, on peut se fixer un taux moyen de CBS, et puis voir l'évolution éventuelle dans le temps. Quant aux mesures, effectivement, il ne suffit pas de cocher la case « j'ai un nichoir à oiseaux ». Je trouve que, quand on il faut la refaire avec un écologue pour savoir quelle est l'espèce concernée, où est-ce qu'il faut le mettre pour qu'il soit utile et qu'il ait un impact et qu'il ne soit pas juste le fait de dire, effectivement, j'ai un nichoir ou un hôtel insecte quand il n'y a pas d'utilité, etc. Victor, tu voulais poursuivre ? Oui, c'est pour rebondir sur ta question qui est pertinente et ce qu'a dit Sandrine. Aujourd'hui, en fait, déjà, ce que tu demandes qui n'existe pas existe. Par exemple, si tu as un peu d'épargne, je te conseille de mettre chez Novaxia Air, parce qu'on produit des logements ZAN, donc on a plus de 140 000 m² de pleine terre en ville grâce à nos projets. Donc n'hésite pas, hein, un petit peu d'épargne, 10 000 €, c'est pas de souci. J'ai le bulletin de souscription, hop, c'est bon. C'est un peu difficile en ce moment l'immobilier, donc je profite des conférences pour collecter. Il y a Big qui réfléchit sur comment est-ce qu'on peut capter la biodive. Tu en as d'autres, et c'est pour ça que je voulais ajouter ce point. La biodiversité marchera que si c'est des scientifiques et donc des écologues qui l'adressent, mais qui sont capables de l'expliquer. Je fais partie d'un club qui s'appelle le club IBL de CDC Biodiversité, qui depuis 3 ans travaille avec des scientifiques justement pour valoriser ce que tu as dit, aller au-delà du CBS pour aller chercher, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, c'est quoi les composantes qui valorisent vraiment, qui cochent la case de la biodiversité, donc les composantes habitat, OR, et d'essayer de mesurer comment l'immobilier peut l'impacter négativement, positivement. Donc aujourd'hui ça existe, tu as les initiatives, c'est juste que peut-être, et c'est ce que je reproche un peu à CDC, c'est quelle est la capacité à ces acteurs, écologues, scientifiques, de mieux exprimer et d'être pédagogues. Je pense que tous les trois, face à nous, on a des conseillers en gestion de patrimoine. Et voilà, j'ai fini ma phrase. Je crois que l'éléphant dans le couloir, c'est pas les dispositifs qui favorisent la biodiversité sur les actifs, c'est le secteur de la promotion. C'est le premier sujet, vous en avez parlé, c'est la ZAN. On entend beaucoup d'acteurs de la promotion tenter de détricoter le ZAN. Voilà, ça pose question sur la compréhension des enjeux de biodiversité de ces acteurs, et c'est en conflit avec leur intérêt économique premier. Et le deuxième sujet, c'est de comprendre dans le schéma de construction et les matériaux qu'on utilise, où est-ce qu'on détruit la biodiversité. Toute la filière veut aller vers le bois, on décarbone, c'est très bien. Tout le monde veut aller vers le bois, pour les SAF, il y a énormément de domaines d'application qui veulent aller vers le bois.
il faut se poser la question de comment on arrive à maintenir les forêts françaises en vie. Elles sont déjà menacées par le réchauffement climatique. Plus 4 degrés, il n'y a plus de forêts françaises telles qu'on les connaît aujourd'hui. Donc il faut, de mon point de vue, revenir sur ce dogme de vouloir construire parce qu'on a besoin de construire pour le logement, etc. Arbitrer les secteurs qui ont besoin, qui nécessitent de construire ou pas. Et il faut aussi faire une marche forcée vers le circulaire et le réemploi. Il y a beaucoup d'initiatives des acteurs institutionnels et c'est très bien. Mais je pense qu'il faut forcer les acteurs de la construction à aller là-dedans et la réglementation. Donc, voilà. Et ça ne fonctionnera que si on travaille en coopération entre les investisseurs institutionnels qui drivent des exigences et les acteurs de la construction qui devront suivre ces exigences. Nous, on a une responsabilité, effectivement, en tant qu'investisseur, quand on achète du neuf. C'est nous qui achetons pas quand il n'y a pas d'espace vert. Enfin, c'est nous qui demandons à ce qu'il y en ait. Nous, je pense que la plupart de nous ont des critères d'acquisition qui font qu'on n'achète plus un truc neuf sans qu'il y ait un CBS minimal ou un million de choses. Donc c'est nous qui drivons. Donc on a un vrai pouvoir là-dessus. Et on peut toujours s'améliorer, on peut toujours faire plus, mais à l'acquisition, mais effectivement, c'est pas le sujet, c'est quelques pourcentages le neuf. Le vrai sujet, il est sur l'existant. Avec 5 millions de mètres carrés vides de bureaux, à un moment on se posera la question, effectivement, on a été peut-être de construire et d'en faire un autre usage, mais c'est tous participent à des tables rondes sur le sujet, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Mais le vrai sens, il est là-dedans, effectivement, d'arrêter. Alors, il y a ce contexte de Lausanne qui va peut-être être vu, je sais pas, un petit flou réglementaire, j'ai l'impression, là-dessus. Mais effectivement, je suis d'accord, l'enjeu il est là, mais c'est pas si simple que ça. On est tous, je pense, d'accord pour le faire. Je ne sais pas s'il y en a qui sont contre la rénovation et la transformation des bureaux vides. On va y aller et l'impact, effectivement, est là. On arrêtera d'artificialiser dans ce cadre-là, quoi. Mais en tout cas, à l'acquisition et à la gestion, on a un rôle, peut-être plus qu'un particulier qui achète son lot dans son appartement qui est moins impacté par ça. Nous, quand on achète des immeubles, et je parle pour la place, on a tous des exigences et qu'on relève d'ailleurs, nous, régulièrement. Donc, on a un jeu là-dessus. Enfin, on a un rôle et je pense qu'on l'assume. Alors, on peut toujours faire mieux, mais on le fait. L'enjeu, il vient aussi de l'investisseur et de l'investisseur final. Plus il s'appropriera ces sujets, plus il y aura de pression sur toute la chaîne de l'immobilier, la promotion, l'exploitation, l'utilisation. Mais c'est vrai que, ce que tu dis, Victor, on jargonne beaucoup, on est très technique et on a beaucoup de nos investisseurs qui ne comprennent pas. Et quand on ne comprend pas, on écarte le sujet. Donc il faut aussi qu'on ait un rôle de pédagogie, de clarification de ces sujets-là, de transparence pour que si on se l'approprie en bout de chaîne, ça remontera et on nous l'imposera de plus en plus et du coup on aura encore plus de pression possible sur tous les acteurs du cycle immobilier. Le fait d'aller toujours à ces travaux de place là, qui cherchent des indicateurs, peut-être qu'effectivement on ira tous des indicateurs qui sont drivés ou tirés par le label, sur ce thème de la biodiversité, qui poussera encore effectivement le fait de faire des vrais trucs qui sont utiles, sur lesquels on peut se comparer et qui sont pertinents, quoi. Pour compléter sur ce que vous dites, bon, clairement, côté label, nous, on veut pas inventer d'indicateurs. Par contre, on est très très intéressé à voir ceux qui y prennent pour les soutenir, au contraire. Parce que c'est pas à nous d'inventer les choses sur ces sujets. Et je pense que on a un sujet avec la biodiversité, c'est même si on progresse, on est d'accord, mais ça n'empêche, on voit quelque chose de très confus aussi. Il y a les animaux, il y a les fleurs, il y a l'eau, qu'est-ce qu'ils vont nous faire quand ils vont nous mettre un indicateur là-dessus? Alors qu'en fait, ce que vous avez dit, les uns et les autres, c'est des choses très précises. Pour la plupart des gens d'ailleurs dans la rue, c'est pas biodiversité, ils comprennent, voilà, le mot est quand même un concept un peu compliqué. Mais quand on dit aujourd'hui artificialisation, ça a un sens, désimperméabilisation, ça a un sens, plein d'autres actions que vous pouvez avoir sur les thèmes de biodiversité, je pense qu'il y a quelque chose à faire. C'est un peu ce que vous dites sur la pédagogie, pour rendre plus concret les actions concrètes, les actions que vous voulez faire les uns et les autres. Et ça, les écologues, les scientifiques, etc., vous nous les
proposer et après il faudra mettre des indicateurs, on fera ce qu'on pourra, sur certains c'est possible, sur d'autres ce sera des indicateurs un peu plus quantitatifs, mais au moins on rendra le sujet plus concret. Et je pense qu'il y a des liens à faire, d'ailleurs monsieur a fait déjà un lien avec l'économie circulaire, parce qu'on a un peu l'impression qu'on met le climat d'un côté, la biodiversité de l'autre, et puis voilà, alors qu'en fait tout ça est lié. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut lequel on peut progresser. Donc l'économie circulaire, c'est une chose. Moi, je suis très attachée aujourd'hui à ce que vous avez dit sur le PNAC et au sujet de résilience, et je trouve que comme il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en matière de résilience en utilisant la nature, comme on dit, enfin avec des éléments liés à la biodiversité, c'est aussi une manière de rendre le sujet très concret. Et pour les investisseurs, je pense, je me montre, moi je suis pas investisseur, mais enfin pour les investisseurs, ça donne finalement une valeur à la biodiversité qu'on sait peut-être pas chiffrer en euros, mais qu'on arrive à comprendre parce qu'on est de plus en plus convaincu qu'il faut agir sur la biodiversité si on veut être plus résilient, et notamment sur les bâtiments ou sur un certain nombre de zones. Donc tout ça, je trouve que ça progresse bien on a encore du travail, hein, mais ça progresse bien dans la compréhension et dans l'explication, et je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver à rendre plus concret et effectivement à le faire prendre en compte par les acteurs et puis par les investisseurs. Merci. Oui, bonjour. Merci pour ces échanges. J'ai une question par rapport à l'avenir du label ISR. On voit que les acteurs qui se labellisent aujourd'hui, ça devient un petit peu une constante. Est-ce que la notation de ces acteurs, vous avez dit que ce n'était pas l'objectif premier aujourd'hui du label ISR, de noter, de permettre aux acteurs de se comparer entre eux, mais est-ce que le marché ne souhaite pas tendre vers une notation au sein du label, un peu comme on peut le voir sur le GRESB, et qui permet aussi de répondre à l'harmonisation justement des modes de calcul sur les différents KPI qu'on peut suivre et que nos clients peuvent suivre? C'est pas impossible, hein. Je dis pas que c'est pas ça. Je pense qu'on n'en est pas encore là aujourd'hui. Et puis je m'amusais à écouter les deux intervenants. À ma gauche, on a beaucoup de créations sur des sujets, des actions, avec, je pense, un peu de mal quand même à mettre des indicateurs bien précis, harmonisés, tout le monde rentre dedans. Et à l'inverse, côté biodiversité, on est quand même sur l'idée qu'il va falloir qu'on arrive à harmoniser les choses. Et je pense que les deux ont raison sur les différents sujets. Donc, je ne sais pas ce qu'on arrivera à noter, comment on arrivera à noter. On peut noter sur une partie, bon, sur le climat ou sur les émissions, ça, voilà. Mais sur l'ensemble, moi, ça me fait un peu peur, cette idée de se dire on va mettre une belle note. Bon, après, on peut toujours trouver une manière de mettre des notes qui soient finalement très synthétiques et qui veut pas dire grand-chose, en fait, mais qui permet de noter. Donc, on est content. Donc, voilà. Je suis pas à la recherche de l'harmonisation totale et de la comparaison totale de parcs qui sont très différents, vous l'avez dit. Mais c'est vrai que ça peut être utile dans certains cas et que certains peuvent le souhaiter. Bon, ça peut se développer à côté du label, hein, c'est pas forcément le label lui-même. Nous, on donne la possibilité aux investisseurs d'investir en confiance. C'est ça, hein, quand même, l'intérêt du label. Après, on peut toujours faire mieux, plus, voilà. Chaque année, il y a toujours des thématiques à défricher, à explorer. Je pense que c'est très important qu'il y ait des travaux au niveau des différentes organisations, notamment au niveau de l'OID, sur les sujets de la biodiversité, qu'on puisse avancer pour donner un certain nombre de caps sur les indicateurs, parce que évidemment, il y a eu des débats au sein de l'ASPIM qui remontent à très longtemps pour revenir sur la question de la nécessité de notation, de label à étoile, label à catégorie. Bon, ça a été toujours des sujets de débat au sein de la profession. Je suis pas sûre que ce soit nécessairement tranché, mais toujours aller vers un petit peu plus quand même de niveau de comparabilité et qui permettront aux investisseurs quand même de se forger une opinion au fur et à mesure que le marché est plus mûr, que les stratégies se peaufinent et que les normalisations des données et des références et des benchmarks s'améliorent. Je pense que quand même c'est un chemin sur lequel on doit tous aller pour la crédibilité de notre profession. Voilà, bon, c'était mon mot personnel de conclusion. Et donc voilà, donc l'étude elle est disponible sur les sites de l'OID, de l'ASPIM. Vous pouvez flasher
et codes. Et puis, j'ai trouvé aussi très intéressant sur le développement des labels, le non-développement de labels concurrents au niveau européen. On dit toujours, oh là là, attention, attention, il y a plein de nouveaux labels qui fleurissent au niveau européen. Le label français est en train de perdre de la vitesse. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que, encore une fois, je me permets de dire que quand on sort du champ franco-français, qu'on discute avec des Européens, que ça soit des professionnels européens ou avec les autorités européennes, notamment la Commission européenne en charge de l'écolabel de SFDR, et l'ESMA, ils sont très très intéressés de savoir comment ce label ISR, qui est unique en Europe, vit. Est-ce qu'il est efficace? Et moi, ce que je dis toujours, ce qu'on dit tous, c'est oui, parce qu'il valorise du best in progress, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans le prisme de la réglementation financière européenne. Voilà, donc il y a encore de beaux jours à venir et on va tous y œuvrer. Et merci à vous tous. Voilà. Bonne journée.